Bon matin, bonjour et bonsoir tout le monde. Et bonne Saint-Jean, parce qu'on est le 24 juin aujourd'hui. Bonne fête. Et qui dit Saint-Jean-Baptiste, dit spécial Québec, ici à l'épisode 59 des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard, qui est en compagnie, comme toujours, de Pierre Gaston. On s'en fout aujourd'hui, parce qu'on a quelqu'un tellement plus important, tellement plus le fun d'avoir ça. On a, comment je dirais ça? On a un incontournable, figure incontournable au Québec de la lutte, et c'est à l'international. C'est un passionné depuis longtemps. Il s'est distingué comme auteur, comme historien, comme commentateur également. C'est lui qui commente Monday Night Raw ici au Québec à l'antenne de TVA Sport. Il écrit différents ouvrages sur la lutte, également documenté. Il y a plein de choses, il y a plein d'archives chez lui de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la lutte au Québec. Il sort une fois de temps en temps des beaux livres pour nous raconter tout ça. On a la chance, et vraiment, moi je suis très honoré de t'avoir ici. On a monsieur Pat Laprade qui est avec nous au sommet de la lutte. Comment ça va, Pat? Ben ça va très bien, c'est une des bonnes introductions que j'ai eues. Je te remercie. Ben, au écoute, début, j'allais dire, c'est pas vrai qu'on se fout de Pierre, mais après cette introduction-là, j'avoue qu'il passe un peu deuxième. Ben oui, écoute, moi je suis tanné de le voir à chaque fois. Il vient de me trahir en plus dans notre show d'humour. On n'est plus capable de l'avoir, Pierre. Ah oui, c'est vrai, j'ai collé ça un coup de panne à biscuit dans le front. Depuis ce temps-là, monsieur m'en veut. Ben oui. Ah, oui, t'es le heel des deux. Ouais. Exactement. Il est rendu seulement un collègue. Maintenant, il est un ami, maintenant, il est un collègue. Mais ça veut dire, Max, que t'es le Marty Jannetty de l'équipe. Écoute, moi clairement, j'espère que je vais réaliser. J'espère que je vais réaliser plus mon rêve que Marty Jannetty un jour. Mais on va voir. On va voir ça. Mais très content de t'avoir. Gros merci d'être là. Avec plaisir. Et c'est vraiment le fun parce que c'est comme c'est un spécial Québec. On ne pouvait pas avoir une meilleure référence pour vous à la maison. On a quelques personnes qui nous écoutent de l'Europe. Donc, si jamais vous ne connaissez pas Pat Laprade, allez faire quelques recherches. Probablement tes livres sont vraiment disponibles ou distribués ou on peut les commander par Internet. Ouais, la majorité aussi sont disponibles sur Amazon. Amazon.ca, Amazon.com, Amazon, bon, FR, peu importe où, tous les Amazon de ce monde. Mais oui, il y en a en français, il y en a en anglais, il y en a dans les deux langues. Donc, ouais, c'est assez... je pense que le seul qui est plus trouvable, c'est Maurice Mad Dog Vachon. C'est la biographie de Maurice en français. Mais moi et Bertrand Hébert, avec qui j'ai écrit beaucoup de ces livres-là, dont celui sur Mad Dog Vachon, on doit en avoir... on a vérifié notre inventaire récemment. Et on a réalisé qu'on avait probablement des Mad Dog Vachon, des livres, jusqu'à notre mort. Donc, on va genre laisser ça. Sur notre testament, on va dire, bon alors, nos livres de Mad Dog Vachon vont à telle personne. C'est à ce point-là qu'on en a. Donc, on peut toujours les vendre individuellement aux gens s'il y en a qui en veulent. Écoute, si vous êtes intéressés, écrivez-nous. Je pense qu'il y a une manière de faire quelque chose. Pour poster quelque chose. C'est pas nous rejoindre. Toi, Pierre, avant qu'on commence, comment ça a été, toi, ta semaine? Comme d'habitude, on travaille comme on peut. Là, je sais que c'est un spécial Saint-Jean, là, mais je vais le dire, je vais être transparent. Je la fête pas, moi, la Saint-Jean, parce que. Je suis pas québécois. J'ai jamais. Moi, c'est le 15 août que je fête. Fait que moi, ça va être dans 2 mois, je vais fêter la fête des Acadiens. Fait que c'est ça. Fait que, qu'est-ce que tu veux? En même temps, une raison de se saouler, c'est une raison de se saouler, là, rendu là. Je suis acadien. Fait que vive la bière, j'imagine. Fait que non, j'ai une belle semaine. J'écoute pas le hockey, fait que je le suis un peu de loin. Fait que, OK, fait toi, le 24 juin, il n'y a vraiment rien pour toi. Là, tu fêtes pas la Saint-Jean puis tu n'écouteras pas Game 7 parce qu'on est là. Trop tard, là, on est la veille, là. Mais tu n'écouteras pas Game 7, là. Non. Ben, je vais peut-être quand même regarder parce que j'aime ces événements. J'aime l'événement qui est la finale ou n'importe quelle finale est tout le temps le fun à regarder. Mais non, c'est ça. Moi, le 24 juin 2024, pas grand-chose pour moi de ce côté-là. Écoute, le 24 est frimé en plus. Écoute, moi, je suis content parce qu'il y a Phil Bernier qui nous a écrit, qui nous écrit souvent dans vos commentaires, puis qui a fait le beau lien de rassembler mes deux passions. Moi, vous savez, j'aime bien le hockey. Fait qu'il nous a envoyé une belle photo de meme où on voit les Oilers Edmonton dans le rôle de Undertaker et la Floride dans le rôle de quelqu'un qui va être surpris par Undertaker se relever parce que c'était tout un retour. J'espère que vous allez écouter ça ce soir. Si vous nous écoutez après, ben j'espère que les Oilers ont gagné. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une frénésie comme ça, quand même, au entour de hockey. C'est pas le pad, il y a une grosse excitation autour de ça. Quand même. Oui, j'étais dans une cage au sport.
lors du dernier match vendredi, puis c'était plein. Wow. Et ça criait pour les Oilers. Peut-être pas comme le Canadien en 2021, mais ça criait pour les Oilers. Là, moi, avant de vous parler, je faisais moi-même mon propre podcast avec Kevin Raphaël, et tout le long du podcast, Kevin jonglait avec l'idée d'aller en Floride dernière minute pour aller voir le match. Là. Okay, ça, c'était un peu drôle. À ce point-là. Ouais, c'était à ce point-là. Ouais. Alors, puis la foule était complètement débile dans le match 6. C'était à la maison à Edmonton. Puis, moi la raison principale pourquoi j'aime la lutte, autre que la lutte en tant que telle, c'est surtout l'atmosphère, la foule, vibrer avec plein de gens. Puis un match 6 au Canada où tu as la chance d'aller peut-être jouer un match 7. Quand les buts ont été marqués, l'intensité, les cris de la foule, moi, ça vient tout le temps me chercher en dedans. Fait que je suis content de voir ça versus en Floride ou dans les marchés états-uniens, c'est comme une foule semi-blasée qui prend un peu pour acquis le fait qu'il se rend en finale de la Coupe Stanley puis qu'il la gagne. Là, nous, ça fait longtemps, fait qu'on a hâte. Ouais. J'avais pas entendu l'expression états-unien depuis un prof de politique américaine que j'ai eu à l'université il y a longtemps. Et c'est un prof qui disait ça en plus. C'était un prof qui disait ça, ouais. Il était avant-gardiste. Oh, moi, j'aime ça, dire états-uniens parce qu'on est de l'Amérique, nous autres aussi. Ouais, mais pourquoi ils s'approprieraient tout ce continent? Eh bien, on va commencer tout de suite, cet épisode spécial. On va bifurquer un peu parce que c'est quand même passé quelque chose d'important la semaine dernière, le 17 juin dernier. On vous en parle depuis quelques semaines. L'arrivée, enfin, de Wyatt Sick. Oui. On a fait l'analyse et tout ça, mais avant de commencer ça, on va commencer avec la chronique. Qui le fait mieux? Pierre, cette semaine, c'est quoi qui se passe? Ben, cette semaine, la chronique qui le fait mieux? Pat, je t'explique le concept, c'est super simple. Je nomme un élément, un move, quelque chose de la lutte, et je nomme 3 choix, et vous me dites, d'après vous, qui le fait mieux cette semaine? Puisque t'es là, puis ce spécial Québec, j'ai été avec quelque chose d'assez pointu. Donc, qui le fait mieux? Commentateur québécois. Je n'étais pas impliqué là-dedans, Pat, parce que je me suis dit que t'es très bon, mais il y en a d'autres aussi. Donc, j'ai choisi Sylvain Grenier, Marc Blondin ou PCO. D'après vous, qui le fait mieux? Commentateur québécois. Parfait. Fait quand même plus de mon époque à moi. Commencé début 2000, moi de mon côté. Des 3, moi j'aimais beaucoup la dynamique entre Marc Blondin et PCO. Écoute, je vais y aller de Marc Blondin parce que je le trouvais quand même efficace dans ses entrevues. Surtout lorsqu'il avait accès là, aux lutteurs, puis il pouvait aller là, puis il pouvait un peu niaiser avec lui. Surtout au début des années, au début 90, tout ça, quand il était sur place. Il y avait des beaux moments qu'il faisait. Puis lorsqu'il est arrivé à la télé, plus à la TNA, moi je l'ai connu. Je le trouvais très efficace avec PCO en tant qu'un peu play-by-play qui parlait de ce qui se passait. Mais je trouvais qu'il amenait une touche et il amenait des catchphrases également qui étaient intéressantes. J'ai tout le temps bien apprécié. Moi, je vais dire Marc Blondin. Je vais y aller avec Marc Blondin également. Marc a longtemps été critiqué pour le style de commentateur qu'il était, beaucoup plus axé vers l'humour. Et bon, c'était dans son ADN de toujours se marier avec un ancien lutteur plus gros que lui qui se faisait brasser, qui pouvait le brasser. Il y a eu Richard Charland, puis il y a eu PCO, puis il y a eu Sylvain Grenier. Mais là, tu vois, Marc est avec Handsome GF en ce moment depuis quelques années pour la TNA. Et ils font un peu moins dans l'humour, ils font un peu plus dans le produit, dans le contenu. Et pour vrai, Marc fait probablement le meilleur travail de sa carrière depuis qu'il est avec Handsome GF. Alors, je vais y aller avec Marc. Il est moins dans l'humour. Il est moins dans l'humour là parce que c'est ce qu'on lui demande comme mandat ou c'est juste naturellement c'est ce qui pop Parce que c'est Handsome GF voulait moins être là-dedans. Okay, c'est peut-être PCO, Sylvain Grenier. Bon, Sylvain c'était déjà moins pire que PCO, mais ça dépendait c'était quoi. La TOW a longtemps été ou en fait le show. Il y a des shows des fois on se demandait s'il parlait plus de la TOW que de la TNA. Mais bon, je pense que non, c'est Handsome GF qui veut plus qu'on soit un peu plus dans le contenu que dans l'humour. Puis ça a fait que Marc travaille différemment. Puis je pense que les gens vont oublier que Marc était capable d'être solide pour être animateur d'une émission de lutte. Puis je revois ce Marc-là depuis quelques années avec GF. Puis moi, je vais y aller avec Marc sans rien vouloir enlever, bien sûr, à PCO et Sylvain.
Absolument. Mais moi, je vais être transparent, je n'ai pas écouté. J'ai écouté un peu, j'ai quand même été me renseigner, mais je vais vous suivre, je vais aller avec la famille, avec Marc Blondin aussi. Et c'est proposition de Nico Thibault qui nous a envoyé un message. Il me dit vous n'êtes pas obligé de faire une chronique qui le fait mieux au complet. Ben, regarde, je fais ce que je veux, fait que je l'ai fait pareil. Et lui, Nico, qui disait commentateur. Retracer l'histoire. J'ai commencé à écouter le podcast de Marc Blondin quand j'étais jeune. J'aimais vraiment son humour tata, niaiseux. Des lignes comme The Fool is in délire, Une droite de la droite ou le gros papa pompé, ouais. Excuse-moi, c'est The Fool is in the Liar. The Liar. J'avais pas le bon ça. delivery. Exact. C'est The Fool is in the Liar, absolument. The Liar. Ah, c'est vraiment niaiseux. Fait que c'est proposition de Nico Thibault. Merci beaucoup pour ça. Fait que, je pense que c'est une Et puis je pense qu'il me faisait penser un peu à un Mean Gene québécois, Marc Blondin. Un peu dans le même style là, que Mean Gene avait. Oui, absolument. Donc, Puis tu sais, ces lignes-là, il les a encore. Puis c'est correct là, qu'il ait ses punch à lui, puis qu'il ait sa couleur à lui, c'est correct. Mais je pense que le show, de façon générale, ce qu'il fait avec JF est beaucoup moins axé sur l'humour ou sur ce genre de conneries-là. Mais il garde sa touche à lui, puis il garde quand même ses expressions parce que ça vient avec lui. T'sais. Moi, j'entends The Fool is in the Liar et tout de suite, je pense à Marc Blondin. Ouais. Donc, ça, c'est important qu'il garde ça. C'est important qu'il garde ça également. Très cool. Et dites-nous en commentaire, vous, c'est qui que vous avez comme préféré. Comme commentateur québécois, pour ceux qui nous suivent évidemment au Québec, pour les autres, malheureusement, vous n'avez pas accès à ces gens-là. Vous avez genre Christopher Angus et d'autres gens là, qui sont aussi bons, mais qui ne sont pas québécois. Deuxième chronique, on va bifurquer un peu du Québec pour un côté. On va enlever ce beau drapeau-là. Et on va revenir sur le début de la Wyatt Sick. Je ne sais pas si toi, Pat, tu as suivi un peu ce qui se passait sur Internet avec les codes QR dernière semaine ou tu regardais ça un peu d'un œil éloigné? Non, j'avoue, je suivais pas. Je lisais. À chaque fois que je lisais sur un code QR, je comprenais pourquoi je le suivais pas. Ouais. Ça venait pas me chercher. Surtout qu'on l'avait déjà fait, l'idée des codes QR, puis même si elle était bonne à l'époque. C'est correct, là. Je veux dire, c'est là, puis pour un certain public, c'est là aussi. Mais le Wyatt Six, parce que c'est Six, là, je pense qu'il faut comme prononcer le S à la fin. Ouais. Non, c'est Six. Oui, ben c'est ça, ça fait 6. D'ailleurs, la majorité des gens en ligne font juste le chiffre 6, là. C'est la Wyatt Six. Ouais. Parce que le 6e membre, c'est comme Bray, là, c'est un peu ça qu'on nous explique. Ce qu'on pense, ça va être, effectivement. Parfait. Ben, nous, on était parmi les crinqués qui suivaient tout ça, qui essayaient de décoder ces affaires. C'est toi qui as tout décodé. J'étais parmi les crinqués. Mais il servait à quoi les codes QR? Qu'est-ce que tu décodais? Écoute, c'était beaucoup de casse-tête. On a passé beaucoup de temps, là, quand même 7 mises à jour. Puis c'était du contenu de plus qui nous faisait. Puis des casse-têtes pour trouver qui allait être les futurs membres ou quelle est la motivation. C'était déjà sorti. Les rumeurs étaient sorties, mais tu sais, nous, on se concentre sur ce qu'on nous présente comme produit. Je voulais voir c'est quoi le produit, comment ils voulaient nous les présenter comme produit. Et on a pu quand même découvrir, parce qu'on a quand même coché des bonnes réponses à plusieurs reprises, entre autres, que ça allait revenir sous forme un peu les marionnettes qui allaient prendre vie d'une certaine manière. Bon, on a pu le découvrir à travers ces vignettes-là. Certains membres avaient été positionnés. J'avais pas retrouvé de lien vers Dexter Lumis et très peu vers Joe Gacy, autre que ses promos. Puis on a vu un retour de Big Demo en plus qui était comme caméo dans une vidéo en plus, le chum de Nikki Cross. Exact. Son retour à la WWE. Exact. Mais tu sais, Nikki Cross et Roman Reigns étaient Eric Rowan étaient quand même très présents. Fait que on peut savoir ces deux personnages-là. Et on a eu enfin le payoff de tout ce temps-là, de tous ces. Moi, je dirais un petit peu trop long. Peut-être comme étirer l'élastique. Il fallait pas l'étirer plus que le 17 juin. Mais on a finalement eu cette arrivée. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi Zéro, je ne sais pas c'était quoi l'effet qu'on a pu avoir. Et moi, j'ai trouvé qu'au niveau de la réalisation, ça a été très, très, très bien fait. Visuellement, c'était écœurant. Bon, je commence par les points négatifs là, de mon analyse, mais moi, j'aurais peut-être mieux attaché l'arrivée du segment. Parce qu'on s'entend, il y a comme un massacre qui se passe backstage pendant le main event. Fait que peut-être qu'on aurait pu voir peut-être du mouvement se faire, des gens qui filment ou qui se dirigent vers le backstage pour voir, juste pour nous mettre un petit indice qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer.
J'aurais peut-être attaché plus comme ça. Mais lorsque ça part, moi je trouve que c'est très efficace. Ouais. Fait que, évidemment, vous allez voir les images, mais on a commencé avec le classique, la porte, hein, puis une des images, on voyait la porte qui était le monde de Bray Wyatt, on était peut-être l'espèce de passage entre la réalité ainsi que le monde dans sa tête et les personnages qui sortaient. Seulement le personnage de Sister Abigail qui sort, que Nikki Cross va maintenant interpréter, sort de cette porte-là. Toutes les autres sortent du côté, donc peut-être sont déjà dans la réalité où on est. Et Nikki Cross était la dernière à devoir passer à travers ce portail-là. On nous présente chacun des membres. Visuellement, ils sont très beaux. Les masques sont écœurants, faits par des artistes extraordinaires. Lorsqu'on voit aussi, je vais m'attendre un petit peu plus sur celui d'Eric Rowan, on voit dans le dos, il y a le logo de la Wyatt Family dans son dos. Et il y a également une espèce de masque qu'avait Luke Harper lorsqu'ils étaient les Bludgeon Brothers, le masque dans lequel il arrivait. Il l'a mis dans le dos du personnage d'Eric Rowan qui va interpréter Ramblin' Rabbit, la nouvelle version de ce personnage-là. J'ai pas remarqué, c'est une belle attention quand même. Ouais, vraiment une belle attention pour voir un peu tout les deux, puis le gros maillet et tout, là, qui fait le lien avec les Bludgeon Brothers. Ensuite, on va en arrière à la Gorilla Position. Tout le monde est détruit. On a le personnage qui va jouer, Mercy the Buzzer, l'inspiration au départ de Bray Wyatt, de Liam Mercy. Personnage un peu comment dire, low card des années fin 90, qui n'a pas vraiment levé, mais qui a beaucoup marqué Bray Wyatt. Tout ça. Donc, ce personnage-là qui interprété, si on veut, le démon de ce personnage-là qui a détruit tout le monde à l'intérieur. Je croyais avoir vu Braun Strowman, cependant, avec les recherches, on a vu que c'était tous des extras. Donc, il n'y avait pas de membres officiels de l'équipe à cet endroit-là. Et lorsqu'on arrive en arrière, boum, on est surpris par le cochon qui est interprété par Joe Gacy. On peut voir également avec les tatous qu'on voit sur les bras, qu'on a bien on sait qui est. Avec Dexter Lumis et Mercy, Joe Gacy et le cochon. Et finalement, on voit un Chad Gable mort à terre. Il a l'air d'avoir reçu un coup sur la tête. Et on avait teasé un petit peu samedi à Clash at the Castle, le CG. Donc, Chad Gable, probablement, être visé victime. On avait eu ça aussi dans notre interprétation de tout ça. Et on voit finalement Uncle Howdy qui revient, qui est interprété. Et moi, j'aimais ça. Uncle Howdy, tu sais, quand il est arrivé, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Pat, la première fois, je trouvais un peu boboche. La première fois qu'on l'a vu avec Bray Wyatt, une espèce de masque bizarre. Il riait. C'était comme un peu fait bizarre. Là, j'ai trouvé que la manière qu'on l'a vu, on le vend plus fort. Puis c'est vraiment une évolution de ce personnage-là qui a l'air à faire plus peur que les premières fois qu'on l'a vu. Moi, je vais vous dire, bien franchement, je suis en ce moment pas vraiment excité par le Wyatt Six. Parce que l'univers de Bray Wyatt m'a appris, l'expérience, ça se peut que ça change, mais l'univers de Bray Wyatt m'a montré que ça commençait souvent très, très fort. Ouais. Et ça baissait très rapidement. Et il y avait toujours des trucs qui faisaient mais là c'est rendu n'importe quoi. Ou, mais que le hype du début et que le début d'un nouvel univers de Bray Wyatt était toujours très, très bon. Mais rapidement, ça s'estompait. Fait que moi, je suis sur mes gardes en ce moment. J'aime mieux ne pas être excité maintenant, faire comme, tu sais quoi, c'était meilleur que je pensais de s'arrêter et avoir du plaisir à le regarder que de perdre la tête avec ça en ce moment. C'était très bien filmé. Visuellement parlant, c'était très bien. Mais tu vois, ils ont déjà fait quelque chose avec le show de Pat McAfee que j'ai pas aimé. Où là, à un moment donné, les lumières se sont éteintes dans le podcast de Pat McAfee. Et là, tout le monde est devenu... Je veux dire, le show, c'est fini là. Toute l'équipe de Pat McAfee est devenue silencieux sur Twitter, comme s'il était mort. Okay. Et alors, tu te dis, mais oui, mais je veux dire, c'est sûr qu'ils sont pas morts, là, j'embarque pas là-dedans. Et comme de fait, ils ont brisé leur silence en faisant quelque chose comme, non, on n'est pas mort finalement. Il y avait des nouveaux footage, que c'était un drone qui avait fermé les lumières. Mais tout ça dans le but d'essayer de créer du hype. Puis tu vois, là, déjà là, je débarque. Okay. Puis c'est pas WWE, mais c'est connect. Pour Pat McAfee, j'avais l'impression que c'était plus l'équipe autour de Pat McAfee qui essayait de faire du hype sur ça, plutôt que la WWE qui installait vraiment quelque chose. Il n'aurait pas fait ça sans l'accord de la WWE, parce que tout le monde était pour penser que c'était pour être le Wyatt Six, puis c'était ça qu'ils voulaient qu'ils pensent. Durant la séquence qu'on a vue à Raw, oui, tu as parlé de Chad Gable, moi c'est Damien Priest qui m'a dérangé. Qu'on voit Damien Priest aussi en sang. Parce qu'il est champion, parce qu'il devrait être
Mais parce qu'il est champion. Tu sais, fait que je me dis, pourquoi on va aller là? Pourquoi on va aller avec Damien Priest? Tu sais, pourquoi tout de suite Damien Priest? Chad Gable, à la limite, c'est correct. Là, son personnage est positionné que oui, tu aurais pu te faire attaquer par le Wyatt Six. J'ai pas aimé qu'on utilise Priest là-dedans. Mais comme je vous dis, présentement, je suis sur mes gardes. J'apprécie le contenu visuel. Mais maintenant, au niveau du booking, au niveau de comment est-ce qu'on va nous... comment est-ce qu'on va développer ces personnages-là, comment on va les utiliser dans la réalité de la WWE, dans des matchs. À un moment donné, il va falloir que ça mène à des matchs. C'est souvent là que je trouve qu'on l'échappe. Fait que tant que ça ne sera pas arrivé, je suis pas encore le plus enthousiaste de cet angle-là. Parfait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette position-là. Une bonne analyse là, que tu fais effectivement avec Bray aussi. Des fois, on l'échappe. Moi, des fois, on l'échappe aussi. Autour de Bray, on mettait des espèces de gimmick match très, très là, où on accepte beaucoup la publicité. Ouais, mais aussi des gros trucs de publicité un peu bizarres, là, où du Mountain Dew qui éclaire dans le noir, des trucs comme ça. J'espère que ça va pas finir par un truc de placement de produits tout le temps lors de ces vignettes-là, parce que l'univers qu'on essaie de nous installer depuis WrestleMania maintenant est relativement dark, puis il peut avoir une bonne manière. Parce que sur un des gants, on voit, on avait Uncle Howdy maintenant, au lieu d'avoir le gant Hurt ou Heal, il y a maintenant le gant Bray. Donc c'est Bray qui est écrit sur son gant, fait qu'est-ce que ça va être une manière de communiquer avec l'esprit ou l'aura de Bray Wyatt de cette manière-là. Un peu comme Bray écoutait le gant Hurt avant de faire du mal lorsqu'il était en Fiend ou lorsqu'il était même en lui-même. Comment également on va intégrer d'autres personnes, parce que là on a eu Adam Pearce qui s'est genre fait semi-hacker son compte Twitter dans les derniers jours pour nous faire une annonce. Enfin, on a ramené des images de lui lorsqu'il était venu dans le Firefly Funhouse en tant que facteur. C'était comme ça, quand il rentrait dans le portail, il devenait un facteur, puis il voulait faire signer le contrat à Bray Wyatt dans un match entre Roman Reigns et Braun Strowman. Et là, on a ramené ces images-là en disant « Oublie pas qui tu es », comme si on avait hacké son compte Twitter. Et plus tard dans la semaine, on a Adam Pearce qui a fait une annonce assez surprenante qui dit « Chad Gable, il est pas mort, il est pas rien. Il va être même dans un match lundi prochain. » Et c'est officiel. Il met le petit mot, c'est officiel, mais il écrit un peu comme la Wyatt aimait écrire lorsqu'elle hackait, si on veut, des comptes. Est-ce que c'est vraiment Adam Pearce? Est-ce qu'il est sous l'influence de quelconque force? Je sais pas trop. Et Chad Gable va dans un match avec Bronson Reed et Braun Strowman. Est-ce que c'est une manière de rentrer Braun Strowman dans cette histoire-là? Est-ce qu'on va faire arriver l'équipe? Est-ce que Chad Gable va faire quelconque partie de cette histoire-là? À voir pour la suite. C'est ce qui est intéressant quand même, parce que tu sais, là, on a Alexa Bliss aussi. Si elle revient et quand elle va revenir, elle se place où dans cet univers-là? Parce qu'elle était partie prenante de la fin de l'histoire qui nous racontait dans le bout où The Fiend était croustillant. Là. Fait que, tu sais, c'est de savoir comment ça va se placer aussi, comment Braun Strowman va être utilisé. Est-ce qu'on va faire allusion à ça ou pas du tout? Bien hâte de voir comment ça va se transposer. Puis j'espère qu'ils ont appris avec ce qui était moins bon, ce qui a été fait avec Bray, ou qui a été peut-être les ratés, je veux dire, ou les mauvais moves peut-être, ou moins bons. Ouais. J'espère qu'ils vont avoir appris ça, puis être capable de s'ajuster à ça. J'espère. Moi, si j'avais un conseil à leur donner, oui, ils nous écoutent, fait que tu peux... Ils m'écoutent pas en ce moment, mais si j'avais un conseil à leur donner, moi, ce que j'ai aimé le plus de l'univers de Bray Wyatt ou du Fiend, c'est le match à WrestleMania durant la pandémie avec John Cena. Pour moi, ça, là, ils n'ont jamais rien fait de meilleur que ça. Et je pense qu'il y aurait avantage à utiliser le Wyatt Six par parcimonie au lieu de toujours les avoir régulièrement sur le show. Je pense que moins on va les voir, plus on va aimer ça, les voir. Et j'aimerais ça revoir des matchs cinématographiques avec eux autres. S'il y a un univers où la WWE peut prendre et dire, OK, des matchs dans le ring, là, il va en avoir très, 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 très peu. On va faire sur pay-per-view, on va faire des matchs cinématographiques avec ça, ou même à la télé. Je pense qu'il y aurait... Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose dans cet univers-là qui est beaucoup plus cinématographique que live devant public. Et à chaque fois qu'ils ont voulu transposer cet univers-là dans un ring devant public, c'est souvent là qu'il y a eu des ratés. C'est souvent là qu'on a critiqué le produit.
Alors, moi, si j'avais un conseil à leur donner, ce serait ça. Ouais. Puis j'ai hâte également parce que là, on s'entend, ils peuvent pas se battre avec les masques, les costumes. Fait qu'est-ce que ça va être l'accoutrement si on se rend à des matchs in ring pour avoir quand même un rappel du personnage, mais tu sais, tu peux pas te mettre qu'une grosse tête de mascotte non plus. C'est pour ça que l'idée des matchs cinématographiques règle ce problème-là aussi, tu sais. Tu peux les faire des entrevues, tu peux les faire un paquet de choses dans l'aréna, devant le public. T'es pas obligé de les faire lutter. Ouais. Je pense que ça pourrait aider, mais est-ce qu'ils vont aller là, c'est une autre question. Ouais. Puis un des messages, si on veut, qui était beaucoup martelé lors des codes QR était le fait que c'était tous des lutteurs, lutteuses, un peu plus jobbers, un peu plus fond de cave, un peu plus low card, qui se réunissaient, en tout cas, qui se mettaient ensemble pour peut-être faire une nouvelle version d'eux-mêmes. Et le fait d'attaquer le gorilla, le fait d'attaquer peut-être les parties prenantes, ça peut être un angle d'attaque intéressant qu'on ait des heel qui viennent s'attaquer à l'autorité, parce que souvent on a plus l'effet inverse à la WWE, donc avoir des lutteurs gentils qui se font un peu descendre par une autorité, mais là d'avoir des lutteurs méchants qui attaquent une autorité relativement gentille présentement, qui est vue du moins d'un côté gentil, pourrait être intéressant parce que c'est tous des lutteurs qui n'ont pas eu beaucoup de chance, somme toute, dans leur carrière, qui ont souvent été mis dans des conditions peu reluisantes, peu de victoires de leur côté, et d'avoir Bo Dallas qui un peu incarne ça, même si à la NXT ça allait bien, lorsqu'il a monté, ça n'a jamais été concrétisé clairement. Et moi, je n'haïrais pas ça non plus, qu'on ait une dichotomie, un genre qu'on voit Bo en Bo, puis un peu comme on voyait Bray en Bray lorsqu'il était dans le Firefly Funhouse, et que lorsque le démon le possède, il devient Uncle Howdy. Mais j'ai l'impression que Bo n'existe plus et que c'est vraiment Uncle Howdy qui est le personnage qui... Présentement, c'est ce que c'est. Moi, je pense qu'on a plus de chances de voir Taylor Rotunda que de voir Bo Dallas. Peut-être également. Si on est pour lui donner un alter ego, je pense que ça va être plus Taylor Rotunda. Ouais, c'est possible. Parce qu'on n'a jamais exploité au maximum cette gimmick-là qu'on a exploité beaucoup à NXT, qui était le gars un peu super gentil, faux face, mais que finalement, il y a eu une colère en dedans, puis une énergie méchante en dedans de lui, qui laisse pas sortir, qui garde à travers un masque. C'est une manière de le faire avec le Encore 2. Peut-être pas. Peut-être qu'on met juste ça de côté, puis on révit quelque chose de nouveau complet. Mais à voir comment ça sera développé. Mais moi, j'ai trouvé visuellement, c'était impeccable. Est-ce que je mets ça en dessous quand même de l'arrivée de la Nexus. Lorsqu'ils sont arrivés, j'ai eu plus d'excitation lorsque j'avais vu tout le monde péter le ring, démolir tout le monde. Mais ça a quand même été... j'avais hâte de voir comment il allait le présenter. Puis j'ai trouvé que visuellement, ça commençait bien, visuellement. Donc à voir pour la suite. Je trouve que c'est un beau... ça suit bien l'évolution des prises de vue ou de la réalisation ou l'idée que la personne en arrière qui pèse les boutons, qui prend les décisions pour le visuel. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être Netflix qui sont comme, est-ce qu'on peut essayer des nouveaux points de vue? Est-ce qu'on peut essayer une nouvelle réalisation? Je pense que c'est cette semaine, c'était dans ce Raw-là justement que c'est Kaiser qui fait le tour du ring et qui mange. Ouais, puis on voit une shot aérienne. C'est super beau, puis c'est super bien fait. Les gros plans séquences. Fait que je trouve ça le fun aussi. Fait que c'est comme si c'est conséquent dans ce qu'ils nous montre la WWE avec l'arrivée du Wyatt Six, puis le gros plan séquence aussi qui a été fait de cette façon-là. Fait que je trouve ça. Je pense pas que ce soit Netflix, mais on a changé l'équipe à ce niveau-là. Ça, c'est le départ de Kevin Dunn qui a été là longtemps, puis qui avait, veut pas sa façon de faire. Je pense que d'avoir changé cette équipe-là également, je pense que c'est aussi ce qui amène des nouvelles idées. C'est Triple H au lieu de Vince. C'est aussi des idées plus fraîches. On veut essayer des nouvelles choses. On s'inspire de ce qui se fait ailleurs et de ce qui fonctionne ailleurs également. Puis oui, la shot que tu parlais avec Braun Breaker puis Ludwig Kaiser, c'était vraiment, tu fais comme wow, ok, j'ai jamais vu ça à la WWE. Puis ça, c'est rafraîchissant. Tu vois, moi, cette shot-là m'a fait plus réagir que le segment au complet de Wyatt Six. C'est juste une shot, là. Ouais. Puis à date, moi, je trouve la meilleure shot qu'ils ont faite, c'est la shot à Montréal avec la transition entre Jey Uso et Sami Zayn qui arrive. Ça, c'était complètement incroyable au niveau de la réalisation pour un one take. Là, évidemment, on est biaisé parce qu'on vient d'ici puis on connaît toute la charge émotive que ça a à faire ce shot-là, mais
Ça, c'était... J'aurais jamais pensé voir une shot comme ça à l'ère de Kevin Dunn. Puis ça, c'était vraiment révolutionné beaucoup de choses. On met beaucoup plus de l'avant également le Gorilla Position, qui était un peu sacré dans une certaine époque. Maintenant, on permet on passe, en fait, tous les épisodes, on passe à travers maintenant. Avant, on la voyait très peu. Donc, j'aime ça, moi, quand même. Ça permet d'actualiser le produit puis de changer un peu les manières de faire. Puis ils ont aussi tellement un roster fort et de haut niveau en termes de micro, en termes de confiance, en termes de in-ring, que tu peux te permettre d'avoir des plans séquences plus longs. Pas obligé de tout le temps de faire des petits zooms, faire des changements de caméra. Tu peux juste laisser les travailleurs lutter comme si on était dans l'aréna. Puis c'est bon, là, on les voit pas, les petits tours de magie qu'ils font, même si tu laisses un plan séquence plus long. Puis, quand ils partent de l'arrière vers se rendre en avant, ça nous permet de voir aussi une structure plus claire, disons, qui me fait un peu rappeler l'Attitude Era où on sentait plus une synergie entre tous les différents morceaux de l'épisode. C'était pas tout séparé. Là, tu sentais que tout le monde faisait partie du même univers. Donc, moi j'apprécie ce qu'on nous présente maintenant. Et à voir pour la suite, mais là, il y a d'autres choses à rajouter sinon, sur tout ça. Tu fais bien ça, t'es bon, Max. Lâche pas. Écoute. Troisième chronique, on va revenir avec notre spécial Québec. Ah, c'est vrai. Et là, ce coup-là, on va y aller. Tu veux-tu y aller, Pierre, avec la IWS? Oui, mon but était de faire un peu le survol des feds qui existent au Québec. Il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai commencé à faire ma recherche avec la IWS qui est ici à Montréal. Et juste ça, j'en ai pour 20 minutes à vous en jaser. Puis, je vais le faire. Fait que, en fait, avant de commencer de parler de la IWS, Pat, est-ce que tu étais là au début de la IWS? Est-ce que tu suivais? Est-ce que tu étais présent au début de la IWS, fin 90? Non, moi j'ai commencé à m'impliquer puis à suivre la lutte québécoise à l'automne, fin août, début septembre 2001. La IWS venait de commencer l'année d'avant, en fait 99. 98. 98, mais plus régulièrement 99. Exactement. Donc, mais c'était relativement encore nouveau, la IWS, là, à ce moment-là. Mais moi, c'est ça. Moi, j'ai commencé août 2001, là, ça a été mes premiers shows réguliers là, où j'allais voir de la lutte au Québec. Quelle fédération t'allais voir dans ce temps-là? Quelle fête? J'ai le tout premier que j'ai vu. En fait, le premier, c'est la NCW au Billard 99 en août 2001. C'est vraiment là, j'ai pogné quelque chose. J'ai déjà raconté cette anecdote-là, mais il y avait un lutteur qui s'appelait Steven the Sweet Boy, et puis il était dans l'arène et il dit... Puis déjà là, il y avait une proximité avec l'arène, avec les lutteurs, que je retrouvais pas quand j'allais voir des shows au Centre Molson à l'époque, Centre Bell ou Forum. Et puis, il dit au micro, il dit « Je viens d'Hochelaga Maisonneuve, et moi, je suis fier d'être d'Hochelaga. Alors, je dis « Moi aussi! » Mais là, moi, je réalise pas que c'est un heel. Et là, il me dit, toi, ta gueule. Et je suis en fait, oh shit, ils te répondent. Et là, j'ai pogné quelque chose. J'ai pogné quelque chose avec cette proximité-là, avec cette improvisation-là où ils te font réagir, puis ils réagissent 2 fois plutôt qu'une. Ça, j'ai adoré ça. Ensuite, j'ai été voir la ICW. C'était les 24 heures de la ICW à la fin août, début septembre 2001. J'avais été voir la FLQ la veille, en fait, le vendredi. C'était le vendredi, la FLQ. Et puis, j'écrivais à l'époque sur un site qui s'appelait attitudeqc.com, qui était le webmaster. C'était un de mes bons amis, encore un de mes bons amis, Philippe Leclerc, qui, lui, était sous le surnom de Big Show, parce qu'il était imposant comme pièce d'homme. Et moi, j'avais commencé à écrire des chroniques sur ce site-là. Puis moi, mon nom, c'était Big Sexy, parce que j'étais un gros fan de Kevin Nash. À tort ou à raison, mais j'étais un gros fan de Kevin Nash. Puis, là, lui a commencé à s'impliquer avec la FLQ. Il est devenu vice-président de la FLQ dans les storylines. Et puis, moi, le premier rôle que j'ai eu, c'était à la FLQ le 14 septembre 2001. Puis, je me rappelle la date parce que c'était un vendredi. Puis, la première chose que j'ai fait dans le monde de la lutte au Québec, c'est de sonner. J'étais le sonneur de cloche. C'est le premier rôle que j'ai eu.
et j'ai sonné les 10 coups pour commémorer la mémoire des victimes de 9/11. Donc, c'était 3 jours après, donc c'était le 14 septembre 2001. Puis je suis devenu un personnage dans le show par la suite, un gérant. Puis là, c'est là un peu que ça a décollé. J'ai été à la FLQ pendant 1 an, j'ai été à la ICW. Ensuite, pendant 1 an et demi à peu près, où là, j'ai eu encore plus de ring time. J'étais commissaire, gérant, qu'est-ce que je faisais? Animateur. C'était moi l'annonceur. J'étais là tout le temps. Là. J'étais dans leur face tout le temps. Puis il y a beaucoup d'improvisation à la ICW. Fait qu'il y a encore des choses aujourd'hui que je fais parce que j'ai appris à improviser avec la ICW. J'ai lutté à quelques reprises, assez pour savoir que je n'étais pas fait pour lutter. Mais je me souviendrai toujours, j'avais eu un match contre Francis Coprou, qui était la nièce de Ludgepo, la fille de Serge, qui était les promoteurs de la ICW. Puis ce match-là a eu lieu parce qu'à un moment donné, j'ai improvisé. J'étais heel, puis elle était babyface, puis elle était aux abords du ring. Puis je faisais semblant de m'approcher vers elle comme pour l'attaquer par en arrière, puis la foule devenait folle. C'était une foule très old school, la ICW. Puis à un moment donné, je l'ai pogné par les cheveux, je l'ai garoché sur une guardrail. Il n'y avait rien de planifié là-dedans. Wow. Puis ça menait à un storyline entre moi et elle pendant plusieurs semaines qui a mené à un gala spécial où j'ai lutté contre elle. Si je gagnais 25% des parts de la compagnie. Et si je perdais, je devais me déguiser en femme. Alors, on devine que tu t'es déguisé. Comme il n'y a rien arrangé dans la lutte, j'avais déjà été acheter une robe au Village des Valeurs plus tôt dans la journée. Et puis, Francisca elle-même a participé à ma transformation backstage pour revenir plus tard. Donc, tu sais, ça a été... La ICW était un bon univers pour ça, pour improviser, pour apprendre. Et je pensais même pas que j'étais prêt à ce moment-là pour ça. Puis, je me souviens, j'avais été voir Lufisto, puis j'y avais demandé, tu sais, avant de prendre ma décision, si elle, tu sais, ce qu'elle en pensait. Puis elle m'a dit, ben non, si t'es prêt, tu vas être correct, fais-toi-en pas. Puis j'ai fait le saut. Puis à ce moment-là, c'était controversé parce que la FLQ, puis tu sais, les promotions, les lutteurs restaient pas mal dans leur même promotion. Ils voyageaient pas autant qu'aujourd'hui où tout le monde lutte partout. Donc, puis il y avait une guerre entre la ICW et la FLQ à l'époque. Et quand tu étais à la ICW, tu n'avais même pas le droit d'aller voir des shows de lutte ailleurs. Puis on acceptait ça pour aucune bonne raison quand je regarde ça avec mes yeux de 2024. Mais à l'époque, c'était ça. Tu sais, parce que tu te dis, OK, ben si j'en fais plus là, où je vais en faire, tu sais. Alors voilà, mais ça a été quand même des beaux moments. Puis à travers tout ça, j'ai connu la IWS. Où j'ai commencé à aller voir des événements avec des amis. C'était au Scratch de Laval. C'est d'ailleurs à la IWS que les fameux tout qu'on entend dans les shows de lutte, ben c'est mon groupe d'amis qui a commencé ça. Puis ils ont commencé ça à la IWS avant d'amener ça au centre Molson, peu importe, au centre Molson à l'époque, où 2 de mes amis, puis un en particulier, a vraiment convaincu la foule dans notre section de le faire. Puis là, après ce show-là, c'était un événement télé, Rose McDonald, je me souviens plus par cœur. Puis là, à la fin, cette section-là faisait des tout. Puis là, on pouvait l'entendre durant l'émission. Puis là, ça a spiné, mais ça a commencé au Québec. Wow. Mais plus précisément, ça a commencé à la IWS. Parce que mes amis trouvaient Tim White, l'ancien arbitre, très intense. Tim White faisait des tout, il regardait l'annonceur, puis c'est tout! Puis c'est parti d'une imitation de Tim White. Wow. Puis c'est devenu aujourd'hui. Ça est devenu simplement 2 par la suite en France qu'on a. Simplement, oui, effectivement, tu sais, c'est parce que Christophe me l'a dit que les simplement 2 ont été influencés des tout que les gens faisaient. Eux autres l'ont tout simplement mis, Philippe l'avait tout simplement francisé avec le simplement 2, tu sais. Donc, il y a un peu de la IWS et de ce groupe d'amis-là qui est dans les simplement 2 qu'on a entendu au Backlash là, en France. Ouais. Fred, je vais faire un peu le pedigree de la IWS, qui est la International Wrestling Syndicate, qui est une promotion de lutte basée à Montréal, mais qui était à Laval dans ses premières années au Scratch, justement. À l'origine, ça s'est fait, les premiers galas ont été... en fait, ça s'appelait la Dawson Wrestling Federation, parce que c'était basé sur le campus de Dawson.
où ils se sont fait un peu crisser dehors. Par la suite, il y a eu juste un spectacle qui a été fait là, puis après, ça a continué ailleurs. Avant la IWS, c'était le Internet Wrestling Syndicate. Et fait que c'est une promotion qui existe depuis 1998. C'est Sexy Eddie qui a fondé ça, ou qui a parti le premier gala qui était justement à Dawson. Ouais. À Dawson, c'est Sexy Eddie. C'était un show de Sexy Eddie avait organisé. Par contre, ceux qu'on va appeler vraiment les vrais fondateurs de la AWS, c'est plus Manny avec Nick Patterson. Ouais. C'était plus ces deux gars-là qui ont parti la AWS. Qui ont pris la balle au bon de ce gala-là et qui ont parti la AWS. Fait que ça, c'est... Eddie, c'est ça, s'est joint à, comme tu dis, Manny et Nick Patterson pour former le World Wrestling Syndicate. Fait que c'était le WWS avant. Et ils ont eu leur premier show, le Blood, Sweat and Beer, un gala qui existe encore, chez Wally's le 17 juin 1999. J'ai aucune idée c'est où. C'était un bar dans le centre-ville où Manny, Eddie, puis je pense Nick Patterson étaient assis, ou en tout cas les trois, ou minimalement deux des trois, puis à un moment donné, de la façon que le bar était fait, il y avait des grosses colonnes, puis il y avait un gros espace vide entre ces colonnes-là, et ils ont eu l'idée de monter un genre de ring qui serait au milieu de ces colonnes-là. Ah, ok. Okay. Donc, les colonnes servaient un peu de coin de ring, si tu veux. Fait que c'était pas un vrai ring, mais ils ont comme monté quelque chose là pour faire un show au Wally's Pub devant public. Là. Donc, c'était des débuts, relativement, je veux dire, rudimentaires. Modestes. Qui s'associe un peu ou qui s'approche du backyard. Là, complètement. C'était ça la AWS au tout début. Évidemment, là, on est à des années-lumière de ça, mais c'est un peu comme ça, là, ça a commencé. Ouais. Ils ont eu leur dernier show à cet endroit-là le 8 avril 2000, où c'était le show Praise the Violence, qui était le dernier show en fait de la WWS, qui après est devenu la AWS, qui a eu son premier spectacle au Medley. Qui Praise the Violence le 31 mars 2001. Et que c'est que la AWS a commencé à promouvoir des spectacles au Scratch de Laval, devenant ainsi son lieu principal, puis qu'elle allait être vraiment leur place pendant les 2 prochaines années. Et, ça a changé de nom, c'est devenu Internet Wrestling Syndicate parce que ils ont commencé à avoir un investisseur qui était Wild Rose Production, qui était une compagnie de films porno. Ouais. Alors, qui était associé à ça. Et d'ailleurs, il y a quelques actrices qui ont eu des rôles dans le show, dont la femme du propriétaire de Wild Rose, Carol Cox, qui avait un rôle un peu de valet gérante, là, qui a été impliquée, qui a été impliquée à certains moments. Il y en a eu certaines autres également. Donc ouais, c'est là que le nom est devenu Internet Wrestling Syndicate. Voilà, écoute, tu pourrais la faire au complet, ma chronique. Je m'excuse, mais je pourrais parler de la AWS pendant 1 heure de temps. C'est parfait. Est-ce que tu serais capable de me dire qui était dans le premier match Bring Your Weapon match? Le premier match. Là, tu veux montrer que j'en sais pas tant que ça. Non. C'est AWS. Non, j'ai pas cette mémoire-là. Écoute, qui a fait le premier match. Moi, je l'ai là parce que j'ai fait des copier-coller dans Wikipédia. Je suis pas fou. C'est Hardcore Ninjas, que je sais pas si c'est quelqu'un qu'on connaît bien maintenant. Hardcore Ninjas, ou c'est juste quelqu'un qui est arrivé et qui est reparti? Les Hardcore Ninjas, c'est une équipe. C'était Ninja numéro 1, Ninja numéro 2. Deux gars de la Rive-Nord, de Montréal, qui ont été permis, parce que la AWS rapidement a eu par son style de lutte qui était un peu plus hardcore, a eu une association avec la CZW, la vieille CZW, qui était elle aussi un peu plus très hardcore. Ouais, c'est ça. Puis les Hardcore Ninjas sont permis, là, les premiers, à être sortis du Québec pour aller justement lutter à la CZW à l'époque pour des peanuts. Là. Ouais, c'est pour vrai, là, c'était rien à comparer à ce que les Kevin Steen et El Generico auront par la suite. Et même là, c'était pas des gros chars, mais c'était quand même mieux que... Excuse-moi, que ce que les Ninjas avaient. Donc, les Ninjas font partie là, du lore québécois des légendes de la IWS. À chaque fois qu'il y a un show anniversaire,
les ninjas sont souvent impliqués, ils reviennent souvent. Les ninjas, Arsenal, Motivator of Madness, PCP Manny, là, ça fait partie des premiers personnages là, qui ont vraiment marqué les débuts de la Ils se IWS. battaient justement dans le premier Fans Bring the Weapon match, je pense que c'est eux qui ont inventé la gimmick, si je me trompe pas. Là. C'est eux c'est un genre de gimmick fort pour eux, là, qui est quand même souvent, qui font à chaque fois qu'il y a un unfucking sanction. J'ai le goût de te dire que ça a été inventé au Japon, mais je suis pas certain à 100%. La majorité des gimmicks partent du Japon, là. Ouais, c'est ça, mais continue, puis je vais peut-être pouvoir te trouver la réponse. Ben écoute, les Hardcore Ninjas se battaient contre PCP, FN Manny et Green Phantom qui était en équipe, bien évidemment. Le 14 juillet à Sacred for Life, c'est El Generico qui fait ses débuts en lutte, puis fait que il a commencé à la IWS, bien sûr, le 16 août 2003. Pierre-Carl Ouellette et Kevin Steen font leur début aussi à la IWS à Born to Bleed. Le 18 octobre, Blood, Sweat and Beers, qui je trouve est un des plus beaux noms de gala. Là. Blood, Sweat and Beers, c'est parfait. PCO a battu El Generico, Kevin Steen dans un triple menace. Ça devait être écœurant ce match-là. Là. J'ai vu, si je me trompe pas, c'était le match de l'année. C'était le match de l'année au Québec en 2003. Ouais. Puis l'histoire derrière ça, c'est que Jacques Rougeau avait permis à Kevin Steen, à tous ses élèves, de lutter sur le circuit indépendant durant l'été, durant l'automne. Ben, en fait, une petite partie de l'automne, mais surtout durant l'été. Donc, il y a des élèves de Jacques qui se sont retrouvés un peu partout, à la CCW, à Québec, à la FLQ à Montréal, à la IWS également. Et puis, en prévision de son gala au Colisée de Laval en décembre 2003, il avait demandé à tout le monde de revenir temps plein pour lui, pour pratiquer leur match en vertu, tu sais, en prévision du gala au Colisée de Laval. Puis là, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, dont Kevin. Puis Kevin a plaidé à Jacques de le laisser continuer sur le circuit indépendant, malgré le fait, il dit, je vais te prioriser, je vais être disponible pour tous tes shows, mais laisse-moi lutter sur le circuit indépendant. Ben oui, Jacques a jamais voulu. Donc Kevin, puis les gens pensent que Kevin est parti, ce qui n'est pas vrai. C'est Jacques qui a dit, il faut que tu fasses un choix. Là, au téléphone, là. Wow. Puis il y a eu une hésitation et Jacques a dit, parfait, j'ai ta réponse. Il dit, juste que tu saches, tu perceras jamais à WWE sans moi. Puis il a raccroché. Et l'histoire s'est écrite d'elle-même après ça. C'est ça. Paul. J'ai pas d'autres commentaires à ajouter. Oh, c'est bien parfait. Mais c'est là que Kevin a commencé à lutter temps plein pour temps plein sur le circuit indépendant. Non, sur le circuit indépendant, mais la IWS a fait partie des premières promotions, évidemment. Mais là, tout le monde voulait avoir Kevin Steen. Puis rapidement, il s'est développé cette chimie-là avec El Generico. Oui, puis ils ont eu leur premier match le 15 novembre à Payback's a Bitch. Donc, Generico et Sting qui se sont battus. C'est la ECW qui a inventé les Fan Brands of Weapon. Voilà. Très cool. Est-ce que le SPAG, est-ce que ça dit quelque chose? Ben oui, le SPAG, en fait, c'est une salle de lutte que récemment, la AWS a réutilisée. Okay. C'est devenu le Bain Mathieu par la suite. Le Bain Mathieu s'appelait avant le SPAG. Donc, c'est là qu'ils avaient fait, entre autres, leur show au 5e anniversaire de la AWS, où il y avait Sid Justice qui faisait un retour. Personne dans le monde de la lutte comprenait ou croyait que Sid faisait un retour. Ça s'est passé là. Et moi, j'étais là. Et Sid a fait une promo qui, à ce jour, est une des promos les plus whack et les moins compréhensibles et les moins logiques que j'ai entendues. Au point que la foule s'est revirée contre Sid en chantant Shut the fuck up à Sid. Et moi, j'ai un de mes amis qui m'a dit, Pat, de la manière que Sid a l'air d'être en ce moment, c'est la dernière chose que je voudrais crier. Et je suis comme fait bon point et j'ai laissé les autres chanter. Il y avait des petites personnes à un moment donné qui sont arrivées. Il y a eu des gars avec des bonnes nylons. Écoute, c'était un peu... C'était quand même weird comme show. Et si je me trompe pas, c'est même moi fidèle, c'est ça, ce show-là, que El Generico a battu PCO pour gagner le titre. Non, pas PCO, il a battu Arsenal. Generico a battu PCO et Steen a gagné... A battu Generico. Parce que plutôt dans le gala, a gagné un match pour être le number one contendant. Exact. Les deux ont eu le titre dans la même soirée. Les trois. Exactement. PCO, Generico et Steen, dans la même soirée, étaient champions.
Et Steen a terminé le show champion. Oui, exactement. Donc, c'était ça au show anniversaire. Pour moi, c'était en 2004, là. Que tu pars, 15 juin 2004. En juin 2004, c'est ça. Exactement. Donc, ça fait 20 ans. Ça a fait 20 ans il n'y a pas longtemps. Oui, il y a quelques jours déjà. Écoute, on pourrait en parler longtemps, là, la AWS. Mais il y a eu des gros noms qui ont passé par là. Chris Hero, Super Dragon. Il y a eu j'ai ça quelque part plus les bas. Briscoes. Exactement, oui. La première fois que j'y étais, c'était un match pour les Young Bucks contre TDT. Les Young Bucks, les Young Bucks étaient là. Tout un match incroyable. Kevin Nash, Christian Cage, Christopher Daniels. Il y a eu les Dudleys qui ont été là. Il y a eu Mustache Mountain, Pete Dunne et Big Rig ouais. C'est ça. Écoute, j'avais nommé quelques gros highlights. Sabu oui, c'est vrai, Sabu est venu dans le... Je l'ai noté quelque part, mais Sabu était là aussi. Est-ce que tu sais la raison pourquoi ils ont arrêté en 2010 et qu'il y a eu une pause jusqu'en 2014? C'est comme pas clair dans mes recherches. Oui, j'essaie de me souvenir la raison qu'on m'avait qu'on me dit. En fait, pendant longtemps, j'avais pas la bonne raison. Puis quelqu'un me l'a dit récemment. Mais là, j'essaie de m'en souvenir. Ils ont fait leur dernier gala le 9 octobre 2010 au Club Soda, qui est quand même un gros événement, là. Oui, ils ont arrêté pendant un certain temps. Mais là, j'essaie de me souvenir, puis j'ai plus la raison. Il y a tellement pas de problème, là. Ouais. Fait que, c'est ça, AWS, je me suis attardé sur la AWS parce que moi, écoute, j'étais au Unity et j'ai vu le match d'échelle de Mike Bailey contre Matt Angel, qui, si je me trompe pas, devait être dans le top 3 des meilleurs matchs de lutte de cette année-là, qui était 2000. Bailey et Angel, habituellement, ça gagnait le match de l'année. J'étais là pour le match d'échelle et c'était complètement débile comme match. C'était fourré. Surtout au Unity, c'est tout petit. C'est tellement petit. Tu te piles un sur l'autre, mais c'est tellement le fun. C'est tellement cool à voir. L'atmosphère était écœurante. Mais ça, moi, j'ai vu les Young Bucks au Unity, puis c'était un peu invraisemblable. Quand tu le regardes aujourd'hui, t'es comme, voir ces gars-là aussi gros noms-là dans une petite place à 250 places. Puis en plus, les Young Bucks, ils étaient là la journée que Kevin et Sami étaient au Centre Bell pour un house show de la WWE. Il avait fait un épisode de... Comment ça s'appelait le show des Being the Elite? Being the Elite. Et il avait fait un épisode de Being the Elite où Sami et Kevin faisaient des caméos dans le... Ils pouvaient pas se nommer comme tel, mais ils ont fait des caméos parce qu'ils sont amis avec les Bucks, là, évidemment. Ouais. Très drôle. Ouais, je me souviens d'avoir vu ça quand ils ont sorti l'épisode sur les internets, les vedettes de l'internet. AWS, si vous êtes à Montréal, vous voyez qu'il y a un gala qui se passe. Allez, c'est tout le temps. Si vous aimez pas la lutte hardcore, par exemple, où on se crisse des coups de néon là, dans le dos, parce qu'il va y avoir au prochain gala PCP FN Mani contre le débile Nick Gage. Fait que si vous voulez voir des vieux monsieur se taper dessus et saigner beaucoup, là je dis vieux monsieur pour des lutteurs, là, ils sont pas vieux, ils sont juste maganés parce qu'ils ont... Si vous voulez voir un décès aussi, c'est le show à aller, là. Exactement. Je veux dire, je vois pas comment un des deux va sortir de là vivant, littéralement. Mais oui, tu sais, il y a vouloir s'accoter un à l'autre. Je fais des farces, mais en même temps, je fais pas des farces. Ouais. C'est le genre de match où ça pourrait mal tourner. J'espère que tout va bien se passer. Mais j'étais là au dernier show quand Manny a fait sa chute du haut du balcon. Et puis, ça aurait pu être plus dangereux que ce que ça a été. Manny s'en est tiré à bon compte. Mais oui, cette association-là avec la GCW, avec Game Changer Wrestling, fait en sorte que, bon, oui, c'est deux promotions qui aiment aller dans le côté plus extrême de la lutte. Donc, c'est ça que ça donne. Ça peut donner des fois d'excellents matchs, mais également d'autres matchs où c'est un peu plus cringe de voir comment les choses finissent par être. Manny et Gage, soit ça va être le match que tout le monde va parler de ce match-là à la fin de l'année pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Il y a un clip qui va ressortir de là où tout le monde va faire... Donc, c'est soit ça va être un des meilleurs matchs de l'année pour ce que ça va être,
ou ça va être comme un des pires clusterfuck qu'on va voir depuis longtemps. Mais dans les deux cas, tu vas être là pour dire « mais j'étais là. » Tu comprends? J'étais là. Donc, c'est un peu ça qui va arriver au prochain gala. Mais tu sais, oui, la AWS est toujours positionnée au Québec comme étant cette promotion-là, un peu plus extrême, un peu plus hardcore. Tu sais, moi, j'ai vu quelqu'un passer au feu où on a failli l'échapper. Là. Moi, d'ailleurs, je déteste le feu là, dans la lutte. Et le kid a quasiment brûlé pour vrai. Là. Tu sais, fait que des fois, tu sais... puis bon, ça fait longtemps de ça. Ils ont eu une période un peu moins hardcore, là, un peu moins extrême. C'est quand Kevin est arrivé, quand Generico a commencé à se développer, quand PCO luttait là un peu plus régulièrement, Excess avait commencé à lutter là également. Et puis bon, il commençait à avoir des lutteurs qui savaient un peu plus lutter avant. Il y avait beaucoup de... Tu sais, les gars avaient appris à la bonne franquette. Là. Ils avaient appris dans le backyard. Les Ninja, Manny, Arsenal, Green Phantom. C'est tous des gars qui ont un peu appris par eux-mêmes. Puis, qui sont capables de lutter maintenant, mais qui donneront pas le genre de match 5-star qu'on est habitué de voir ou qu'un Bailey Angel va te donner. Tu sais. Et puis... mais c'est devenu des légendes de la AWS, Phantom, entre autres, qui est un personnage de... Il y a peu de personnages au Québec qui ressemblent le plus à un vrai super-héros de bande dessinée que Green Phantom. Qui est là tout de vert vêtu, puis qui est vraiment un vrai super-héros, mais en 3D. Donc, la AWS a permis, oui, à des gars comme Kevin, puis à Rami, à Sami Zayn, d'avoir une plateforme puis d'être connus. La AWS, la première fois que Kevin et Sami ont lutté aux États-Unis, c'est CZW à l'automne 2004. Puis, c'est parce que, justement, il y avait eu la CZW voulait avoir un match de Sexy Eddie. En fait, Sexy Eddie était, durant l'été, avait fait Tournament of Death pour IWA Mid-South. C'était IWA Mid-South à l'époque. Puis, il avait fait un stunt improvisé où il s'était coupé avec de la vitre une artère un peu du bras. Puis là, le sang pissait, là, mais pissait comme en haut. Comme, mettons, imaginez-vous une fontaine, là, vous buvez de l'eau dans une fontaine, ben l'eau qui sort, là, mais c'est un peu comme ça. Et Eddie, en transe, dans ce qui se passait, a décidé d'envoyer le jet directement dans sa bouche. Et à ce moment-là, avec le peu de ressources qu'on avait pour avoir des vidéos virales, parce qu'on parle de ça en 2004, ben c'est devenu viral. Peu importe ce que viral était en 2004, là, il y avait YouTube, puis c'était à peu près ça, là, puis c'était dans les débuts de YouTube, il n'y avait pas de réseaux sociaux aussi accessibles qu'aujourd'hui. Là, MySpace, là, c'était rien à comparer à ça, puis MSN Messenger aussi. Donc, c'est devenu viral, et là, ben, ils voulaient avoir Eddie à la CZW. Puis, en même temps, ils ont dit, ben, amenez-nous d'autres de vos lutteurs. On va faire un four-way. Ça a été Kevin Steen, El Generico, Sexy Eddie, puis Excess 69 qui ont été là. Puis, ça a été le match de l'année à CZW. Une semaine après, il était booké à Jersey All Pro Wrestling. Minimalement Kevin et Generico. Puis, il y avait Super... En fait, c'est grâce à Steen qui a été se battre contre Roderick Strong à à New Jersey Pro Wrestling. Et c'est... par la suite que c'est devenu IWS International Wrestling Syndicate et plus Internet Wrestling Syndicate parce qu'il a été défendre le titre à l'international dans un autre pays. Exactement. Ça change de nom grâce à Kevin Steen qui a été se battre au New Jersey contre Roderick Strong. Exactement. Puis là, ben, c'est Super Dragon qui les a vus à CZW puis à Jersey All Pro. Puis là, il les a bookés à la PWG. Puis c'est la PWG qui a vraiment été... Ben oui, parce que Ring of Honor, au début, ça n'a pas beaucoup marché pour Kevin puis Rami. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans cet été-là avec les deux gars. Puis, à un moment donné, ben... Gabe Sapolsky, qui était le booker de l'époque, les pensait pas assez près. Puis, il a arrêté des bookés. Puis, ben, ils ont continué. Kevin a été au Japon, puis ensuite PWG.
Sami a continué à aller à PWG, puis c'est vraiment la PWG qui les a mis sur la map, puis qui a fait en sorte que Ring of Honor les a ramenés quelques années après en équipe. Puis là, c'est là que ça a vraiment décollé pour les deux à Ring of Honor. T'sais. C'est une histoire que je connais un peu par cœur. Oui, elle faisait un peu partie de l'histoire. Ben, je l'ai vécu avec eux autres. T'sais, moi, j'ai fait des allers-retours Montréal-New York avec eux autres. Le pays qu'on a fait, c'est Montréal-Philadelphie aller-retour. Tout ça pour sauver une chambre d'hôtel parce que les gars n'étaient pas assez payés même. À partir du moment où tu loues une chambre d'hôtel, ils faisaient plus d'argent. Puis je pense qu'un des deux travaillait le lendemain parce que tu avais un horaire quand même. Il fallait que tu continues à travailler. Puis on a fait Montréal-Philadelphie aller-retour. Mais Montréal-New York, on l'a souvent fait. De temps en temps, là, on restait chez quelqu'un ou dans une chambre d'hôtel avec... Je me souviens qu'une fois, on était alignés, mais dans l'autre sens de 2 lits doubles. Là. Pas dans le sens du lit, mais dans l'autre sens pour fitter plus de personnes. Il me semble que moi, j'étais à terre. Quelqu'un d'autre était à terre aussi. On était comme beaucoup dans cette chambre. Il me semble qu'il y avait Austin Aries là-dedans. Il y avait d'autres lutteurs indies de l'époque. Tu sais, c'était ça. Là. Tu sais, c'était pas... Jeune et fou. Ben oui, parce que tu veux faire ton nom. Ben, tu grindes, c'est ça. C'est ça, tu grindes. Puis ben moi, j'étais le gars qui les accompagnait. Je pense que j'avais commencé à faire mes almanachs, des petits magazines sur l'année dans la lutte au Québec que je faisais français-anglais. Fait que je les amenais avec moi dans des shows puis je les vendais là-bas. Ça se vendait. CZW, Ring of Honor, des places comme ça, Jersey All Pro. C'est comme ça aussi que je me faisais des contacts. Puis je voyais des lutteurs d'ailleurs, les promoteurs. Puis moi, je suis beaucoup un gars de contact dans la vie, là, puis ces contacts-là m'ont suivi tout, depuis ce temps-là. Fait que ouais, ça remonte déjà à pas loin de 20 ans, certaines histoires aussi. On connaît bien Kevin Owens, Sami Zayn. Il y a beaucoup de lutteurs quand même québécois. Je pense que Max, t'as fait un top lutteur de ce que tu connais, en fait, de ce que tu es capable d'aller chercher avec ta grande tête de fou et la connaissance que t'as. T'as une chronique top lutteur québécois, c'est ça? Écoute, je savais pas par quel bout le prendre, parce que j'étais comme, je vais dessus de tous les temps, mais il y a beaucoup de gens que j'ai pas connus, parce que bon, ça entend l'histoire est très riche de la lutte au Québec, les années où il n'y avait pas de télé, puis même quand la télé était en noir et blanc, tout ça, puis je me sentais plus ou moins à l'aise de commencer à apporter mon regard sur des gens qui ont marqué cette époque-là, que j'ai pas vécu, que j'ai pas vu, puis que je peux juste me faire raconter. Fait qu'au final, j'ai quand même fait beaucoup de recherches. Je vais quand même mentionner quelques personnes, puis Pat va pouvoir m'aider là-dessus là, pour jaser de ces gens-là. Mais je me suis arrêté pour le top à ceux que j'ai connus et vus de mon vivant, que j'ai pu observer de mes propres yeux. C'est fair. Et que ça veut pas dire qu'il y en a pas qui sont avant mon époque, mais que on avait plus de vidéos d'archives parce qu'ils étaient à la WWE ou à des compagnies plus hautes, fait que j'ai pu regarder un peu plus de trucs d'eux. Donc je me suis contenté de ça, mais je vais quand même faire quelques mention honorable. Évidemment, on se concentre sur le in-ring, on se concentre sur un peu pas c'est qui ces gens-là dans la vraie vie, tout ça. Fait que, puis je me concentre également seulement les Québécois, mais qui ont également grandi au Québec. Ça fait que je n'ai pas considéré pour l'occasion Chris Benoit, que même s'il est né à Montréal, n'a pas grandi ici, grandi en Alberta. Tu sais qu'il a grandi au Québec. Ah ouais, mais moi, dans mes recherches, ça me disait qu'il est parti en Alberta quand même très jeune, puis qu'il avait grandi. Il est resté à Ville-la-Salle de sa naissance à l'âge de 12 ans. Ah, moi, j'appelle ça grandir au Québec. 12 ans, c'était assez bon. Ben, d'abord, il pourrait le faire dans ce cas-là. Mais c'est correct que tu l'exclus pour d'autres raisons, là, ça ne me dérange pas. Mais oui, les gens ont souvent cette impression-là qu'il est parti, il a commencé à parler puis il était déjà en Alberta. Non, il est de 0 à 12 ans. Okay. C'est ici qu'il a commencé à aimer la lutte. Puis Sylvain Grenier m'avait déjà dit dans un match, parce qu'il a eu à lutter avec Benoît souvent, il a d'ailleurs gagné les titres par équipe à Montréal contre Edge puis Chris Benoit. Puis Chris Benoit, des fois, dans le ring, il calait des affaires en français ou il parlait en français. OK, bon, ben d'abord, je l'intégrerai dans la livre. Parce que moi, j'étais comme, peut-être Alberta, il était trop jeune puis il n'a pas vraiment grandi. Puis l'autre, tu vas me dire, l'autre que je peux pas dire, c'est Ivan Koloff. Parce qu'on m'a dit, né à Montréal, mais grandi en Ontario. Il est zéro né à Montréal. Ça, c'est une autre affaire de Wikipédia. J'ai pas le temps de corriger Wikipédia au complet. Là. J'aimerais bien ça, là, puis je l'ai déjà fait. Déjà que le géant ferré, ça a été compliqué. Il a fallu que je m'y prenne à 3 fois parce qu'il enlevait toujours ma modification. Je vous donne le certificat de décès là, en preuve. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bref, c'est un autre débat. Mais oui, Ivan Koloff, c'est un franco-ontarien. Exact. Fait que parfait. Fait que lui, j'ai bien fait de l'enlever. Fait que je l'avais pas considéré. Ivan Koloff, je sais pas si tu sais pas, mais c'est lui qui a battu Bruno Sammartino. Son long règne,
c'est lui qui a mis fin. Souvent en tout cas, sur Internet, ça dit qu'il est québécois, mais finalement, il ne l'est pas vraiment. Donc, j'ai exclu ces deux gens-là. Et j'ai quand même mis quelques mentions honorables. Dans mes recherches, je ne connaissais pas, mais j'ai quand même trouvé beaucoup de vidéos de lui. Chief Don Eagle, j'aimerais ça que tu m'en parles parce que, tabarouette, les matchs que j'ai vus, c'est très technique et je l'ai trouvé très, très bon pour cette époque-là. Ce qu'il faisait, il faisait entre autres là, une prise de soumission où il mettait un peu à travers en indien son adversaire, se flippait par en arrière, un peu en pont, mais restait sur sa tête en chandelle et gardait la soumission comme ça. Ça s'appelait le Indian Deadlock. Ça, là, c'est un mouvement que pourrait faire aujourd'hui qui serait encore impressionnant. Et quand je voyais, puis tout comment il bougeait dans le ring pour se déplacer vers la corde, on était dans une ère un peu plus technique là, où la lutte était encore connue comme vraie, puis on gardait le kayfabe très fort, donc ça ressemblait plus à un vrai combat, comment les matchs se faisaient. Mais je trouvais qu'il se déplaçait très bien, puis qu'il faisait bien tout dans le ring. Don Eagle a été un des premiers personnages à vraiment connecter avec la foule dans les débuts de la lutte à la télévision. Donc, fin des années 40, quand la lutte a commencé à la télévision aux États-Unis, Don Eagle arrivait là, avec sa ben là, je ne veux pas utiliser les mauvais termes, là, mais avec sa coiffe. Sa coiffe qui était très colorée, même si c'était de la... Ben, live, ça paraissait bien, mais à la télé, tu voyais qu'il y avait beaucoup de teinte quand même pour du noir et blanc, tu sais. Puis il arrivait avec... il arrivait, même pour vrai, c'était un personnage qui était très coloré dans ce sens-là. Puis ça a été un des premiers personnages qui a vraiment, vraiment bien marché dans la lutte à la télé aux États-Unis. Vraiment quelqu'un de Kanawake, c'est pour ça qu'il est québécois. Don Eagle, dans le fond, il avait été entraîné par War Eagle, qui était peut-être le premier ou un des premiers lutteurs autochtones, lui aussi de Kanawake. Puis Don Eagle est devenu cette légende-là, peut-être le meilleur lutteur autochtone de l'histoire. Et lui, il a entraîné Billy Two Rivers, qui est devenu par la suite aussi, qui est peut-être le... Tu sais, quand on parle de lutteurs autochtones, c'est Don Eagle puis Billy Two Rivers. Billy Two Rivers, un autre gars de Kanawake que j'ai eu la chance de connaître, puis qui a lutté outre-mer, qui a eu de très belles années en Angleterre, entre autres, qui a lutté pour le Grand Prix plus tard ici, dans les années 70, dans une équipe qu'on appelait les Indiens, parce que bon, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Là, je ne suis pas pour réécrire l'histoire, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Donc c'était lui puis Johnny War Eagle, qui était lui pas du tout un Québécois, pas du tout un autochtone, mais qui jouait le personnage puis qui était très respectueux des coutumes autochtones quand même, qui était bien accepté dans le milieu à l'époque. Puis, mais Don Eagle, ça a été un nom légendaire. Il était gentil, hein? De ce que je vois des vidéos, il se battait en face pas mal tout le temps. Il était très apprécié du public. Fait qu'on pourrait avoir un œil de penser qu'à cause qu'il est différent, la foule peut-être le rejet, mais au contraire, il était super apprécié. Non, puis il était athlétique, il était tellement bon, pas vrai. Il était vraiment athlétique, il était très, très, très apprécié de la foule. Bon, évidemment, plus tard, il y aura des rumeurs comme quoi il aurait peut-être tué sa femme, mais bon, ça, c'est... on rentre dans la vie, on se concentre sur l'art. C'est un autre débat. C'est un autre débat. T'as-tu d'autres mondes stylistes qui n'ont pas tué personne? Écoute, je sais pas. On va voir. C'est à part de me le dire. Mais dans les autres, gars, j'ai exclu également Raymond Rougeau. Parce que j'ai un peu moins connu Raymond. Même si les Fabulous Rougeau, pour moi, c'est une des chansons Team Song les plus mémorables que j'ai jamais eues. Très, très niaiseuse là, de From Montreal to Memphis, parlez-vous français? All American Boys, ouais. C'était tellement Puis c'est une bonne gimmick aussi avec les petits drapeaux américains pour un peu ridiculiser tout ça. Puis ils voulaient donc être aimés des Américains, mais eux, ils les haïssaient. Fait que j'ai exclu, Si vous allez au Musée de la Civilisation à Québec, l'exposition de lutte qu'il y a là, il y a d'ailleurs Raymond et Jacques. Puis quand on s'approche, c'est le All American Boys qui joue en boucle. Wow! Donc, ça, c'est bien le fun. Une tune qui a marqué sa génération. Mais Raymond, pour vrai... quand on ajoute là, les Kevin Owens, les Sami Zayn maintenant, je te dirais Raymond, c'est un top 10, top 15 dans l'histoire de la lutte au Québec. Maintenant, bon, c'est correct. Puis c'est correct. Là, c'est le mien. C'est le tien. Fait qu'il y a zéro stress. Là, il y a zéro stress. C'est pour ça que je voulais pas rentrer dans tout parce que je veux comparer ce que je connais un peu plus. Mais je le mets quand même en mention honorable. Dans les autres mentions honorables, je mets également Stu Grayson, Angelo Parker, Daddy Magic et Evil Uno.
qui ont été pas mal tous dans la All Elite Wrestling, qui malheureusement n'ont pas pu se faire une place dans ce top-là de moi, mais que j'ai quand même apprécié, que j'ai suivi à la IWS, entre autres, C4 Stu également, Grayson est tellement underrated. Je l'ai vu lutter live souvent, puis il est tellement bon. C'était mon input sur Stu Grayson. Ouais, puis à date, il n'y a pas de suite femme non plus, fait que ça, c'est le fun aussi. Je pense dans ceux que tu vas nommer, je pense qu'on a fait le tour. Parfait. J'en connais d'autres. Ouais, mais... Dans ceux que tu vas nommer, on a fait le tour. Parfait. On va y aller en 10e position que j'ai Sylvain Grenier. Entre autres, pour j'ai pas tant accroché, moi, par sa gimmick qu'il avait à la WWE. C'est un peu comédie, c'est un peu beau gars. C'est lookait, là, Sylvain Grenier. Mais j'ai surtout connu comme commentateur à la télévision. J'ai trouvé très efficace dans ce rôle-là. Fait que moi, de l'histoire des Québécois qui ont le plus marqué, je vais quand même le mettre en 10e position parce que j'ai quand même apprécié. Toi, tu l'as sûrement beaucoup plus connu que moi, Sylvain? Ouais, Sylvain est devenu un ami avec les années. J'ai travaillé pour lui avec la TOW. Ouais. Puis, on faisait partie... tu sais, il était évidemment proche de Pat Patterson. Bertrand Hébert, qui a écrit la biographie de Pat, est devenu proche de Pat. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Pat les premières fois également, tu sais. Donc, non, c'est un chic type, Sylvain, avec qui je m'entendais. Je m'entends encore bien. Sylvain, puis j'y ai déjà dit, puis il l'admet maintenant, la plus grande erreur de Sylvain, ça va avoir été de pas assez se publiciser au Québec lorsqu'il était temps plein sur le main roster à la WWE. C'est ce que PCO avait fait à l'époque, et c'est pour ça que quand Sylvain est revenu au Québec sur les Indies, les gens connaissaient encore plus PCO que Sylvain Grenier, parce que Sylvain n'avait pas assez passé de temps à se publiciser ça au Québec. Puis quand Kevin Owens est monté sur le main roster, puis Kevin et Sami, les deux, je leur ai dit, faites pas l'erreur que Sylvain a fait. Gardez toujours des liens avec les médias au Québec, puis arrangez-vous pour qu'on parle de vous, puis je vais vous aider à ce niveau-là, puis Ils ont tenu promesse, puis moi aussi. Puis c'est pour ça que on les a souvent vus, puis on les voit encore dans les médias, Kevin et Sami. Sylvain, c'est la seule chose. Je pense que les gens, les fans de lutte l'ont quasiment... je ne veux pas dire les fans de lutte, mais les gens l'ont quasiment plus connu à la télé comme commentateur à TNA que comme lutteur. Parce que là, il était là régulièrement, à chaque semaine, dans un environnement francophone, avec Marc Blondin. Mais c'est la seule chose, je pense que Sylvain, il aurait bénéficié de se faire... de faire parler de lui plus souvent, parce qu'à un moment donné, ça finit toujours par se terminer la WWE, puis tu reviens au Québec, puis c'est là que tu peux capitaliser sur ton succès. Tu sais, c'est quand même un gars qui a gagné les titres par équipe 4 fois. Puis, tu sais, regardez ce que PCO fait en ce moment pour vendre des billets avec le TNA, puis il utilise les contacts qui s'est fait dans les médias depuis 30 ans. Puis c'est ça qui permet d'avoir ce succès-là en ce moment. Et au final, c'est ça, le vent qui va être dans tes voiles, ça va être le vent de où tu arrives, d'où tu viens. Puis c'est ça qui peut aussi convaincre les grandes fédérations de te pousser un peu plus haut. Quand t'es comme, hey, check le vent qu'il y a dans le dos, ce lutteur-là. Puis on l'a bien vu avec Sami et Kevin. Oui, ils ont fait leur place, mais ils ont réussi à garder des bons contacts dans le coin de la Californie, puis des bons contacts au Québec, qui les ont poussés beaucoup plus loin que d'autres personnes. Fait que, bref. En 9e position, peut-être les gens ne seront pas d'accord, mais là, je vais quand même le justifier. Moi, j'ai une petite sœur qui aime également la lutte. Et Maryse était une de ses préférées. Maryse, qui a peut-être pas été dans la meilleure époque. Maryse. Tu peux juste Maryse, parfait. Là. Maryse Ouellette. Maryse. Ou Maryse Mizonin maintenant. Mais Maryse qui a été la porte-étendard quand même de la période diva de la WWE. Fait à noter son plus long match ever en solo est de 8 minutes 35, donc pas très long quand même avec Mickie James, mais je pense c'était à une époque la WWE cherchait pas nécessairement à mettre de l'avant la lutte féminine, mais se servait de leur lutteuse pour un peu mettre des tentacules plus longs, et c'est là que ma soeur, moi, a beaucoup accroché, parce que les téléréalités, tout le travail qu'elle faisait à l'extérieur de la WWE pour promouvoir ou attirer d'autres types de personnes, ça a fonctionné parce que ça a permis à des gens de voir le produit ou de voir la lutte, mais à travers d'autres regards que nécessairement on n'a pas vu. Puis au final, elle a quand même eu une belle carrière, malgré que c'était pas tant que ça la lutte qui était mise de l'avant. Je la trouvais efficace dans ce qu'elle faisait, puis elle représentait également cette génération-là de lutte féminine. Que certains peuvent critiquer, mais elle a existé, puis elle a quand même été porte-étendard de cette période-là. Fait que... Maryse, c'est une autre, ça, qui s'est pas assez publicisée ici au Québec. Par contre,
contrairement à Sylvain, je veux dire, elle n'a plus besoin maintenant parce que de par sa relation avec Mike, puis tout ce qu'ils ont fait avec Miss and Mrs., ça, c'est devenu, oui, c'est ça, un peu un empire. Moi, ça m'avait fait rire, Maryse, quand elle était partie la première fois de la WWE, elle m'avait dit que la seule façon qu'elle verrait retourner là-bas, c'est s'il donnait le main event de WrestleMania. En voulant dire, c'est sûr, je ne retournerai jamais. Ouais, bon, évidemment, à ce moment-là, par contre, il n'y avait pas les Total Divas, il n'y avait pas tout ça. Donc, ça a été un peu la porte qui lui a permis de revenir parce que là, ça lui permettait de faire plus. Parce que, tu vois, Maryse, ce qu'elle me disait, elle dit, moi, j'aimais bien mieux faire un match comme gérante, comme valet, où j'étais pour passer 15 minutes de temps à la télé, que faire un 4 contre 4 en luttant, puis faire 1 minute et demie de télé. Là. Le but était de faire le plus longtemps à la télé et non pas de lutter, parce que, je veux dire, tu veux être connu ou tu veux lutter? Puis là, rendu là, c'était ça la décision. T'sais. Fait qu'elle était bien plus encline à avoir plus de TV time, puis lutter moins. Mais c'est sûr que c'était pas une situation qui était le fun pour celles qui voulaient vraiment lutter puis qui voulaient en faire davantage. Donc, mais oui, Maryse... elle était efficace comme valet également de Miz. Là. Il y a eu beaucoup de bons segments. C'était une excellente valet. Tu comprends les codes, t'es capable d'aller chercher le I, t'es capable de prendre la vision sur elle quand c'est le temps de le prendre. Ouais. Elle comprend tout ça, c'est super. Puis ce qu'elle a fait dans les dernières années avec le Miz, WrestleMania contre John Cena, puis Nikki Bella, des trucs comme ça, c'était le rôle pour elle. Ça, c'était peut-être le meilleur travail, je trouve, qu'elle a fait de sa carrière à la WWE, là, pas les autres projets, mais à la WWE. Donc, voilà. En 8e position, quelqu'un qui pas... C'est tous des gens qui ont quand même été connus sur la scène un peu plus internationale, puis des grandes fédérations. Il n'a pas encore percé une des grandes fédérations, mais je le mets quand même parce que je l'aime beaucoup. Monsieur Mike Bailey, qui a son style bien à lui, qui est très efficace et que peut-être si l'univers n'aurait pas fait qu'il n'y a pas de visa pendant 5 ans, aurait pu se frayer un chemin dans une des grandes fédérations. À voir, hein, la carrière n'est pas terminée, il va peut-être réussir... éventuellement à se rendre, mais quand même fait un beau parcours à la TNA. Moi, à chaque fois que je l'ai vu live, à chaque fois que j'ai pu voir ses matchs, j'ai toujours trouvé qu'il était hyper efficace et qu'il ressemblait à personne sur le ring. Fait que Speedball, excellent. La porte n'a jamais été aussi ouverte que là pour qu'il aille mettre un petit orteil dans NXT, qui sait? Mais il était backstage à AEW cette semaine. Okay. On dit qu'il était parti voir des amis, mais oui, c'est sûr, il y a des gens qui connaissent là-bas, mais son contrat se finit à la fin de l'année à Mike. Là. Okay. Donc, c'est sûr qu'il commence à regarder ses options. Je ne sais pas si vous saviez, mais il avait signé un contrat avec la NXT. Oui, mais à cause du visa, ça a dû être résilié, non, ça? Non, c'est pas à cause du visa du tout. C'est que dans le fond, on lui a offert un contrat. Okay. Et puis, juste avant que les signatures soient apposées, il y a eu des coupures à la WWE, dont la personne qui lui avait offert ce contrat-là, qui était Kenyon Senan, qui était le gars qui était le recruteur en chef de la WWE. Puis, il y avait juste avant, en fait, Kenyon, lui a perdu sa job, mais après avoir dit à Mike que finalement, ça ne marcherait pas parce qu'il y avait une nouvelle directive comme quoi il ne cherchait plus le type de lutteur que représentait Mike Bailey. Il cherchait à ce moment-là. Ça avait fait les nouvelles, ça avait fait les manchettes. Il cherchait des gars plus grands, plus gros. Puis, finalement, on a cancellé l'embauche de Mike Bailey suite à ce changement de direction-là. Puis, pas longtemps après, en plus, le gars qui l'avait signé a perdu sa job. Alors, c'est là que Mike a signé avec... il a repris contact avec les différentes... Tout le monde était intéressé à Mike. Il a repris contact avec les différentes promotions. Puis c'est là qu'il a décidé de signer avec Impact TNA là, à ce moment-là. Donc, c'est sûr que là, on est quelques années après. Le stock de Mike Bailey a monté encore plus. Puis, moi, je serais pas surpris de le voir à la AEW. Là. Je veux dire, je pense qu'il fit très bien dans le style qu'il nous présente. Là. Oui, absolument. Pas d'histoire et des bons matchs.
C'est là qu'il pourrait avoir plus d'argent, parce que TNA, c'est quand même limité l'argent qui peut se faire là. Puis je pense que là, il est rendu à l'âge, puis au moment de sa carrière où il faut que ça commence à payer un peu plus. Ben, sauf erreur, l'année passée, c'est il était dans le top 5 des lutteurs avec le plus de matchs dans l'année. Là. Plus de matchs, puis pour avoir lutté pour le plus de promotions différentes. Bon. Fait il faut qu'il lutte énormément pour faire un salaire qui est raisonnable. Donc, je pense que s'il pouvait lutter à une promotion comme NXT ou AEW, ben, ça lui permettrait d'être plus doux sur son corps, de lutter un peu moins souvent, puis de faire quand même un meilleur salaire. Ouais. Moi, je l'ai connu, Mike Bailey, je vous Écoute, il commençait, là, moi j'ai vu ses débuts là, à la MWF à l'époque. Il luttait, puis à la FLQ, il luttait sous le nom de Mike Seidel. Puis il a changé son nom. À cause de l'eau. Il a changé son nom parce que t'as les frères, Seidel, t'as Matt et Mike. Justement, le frère de Matt, c'est Mike. C'est pour ça que quand il a commencé à lutter un peu à l'étranger, il a changé son nom pour Mike Bailey. Ouais, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. deux fois le même nom, des fois. Kevin Blanchard au Québec, son premier nom, c'était Kevin Dunn. Ah, ouais, tu vois, c'est ça. Même chose également. À moins que ce soit ton papa qui a le même nom que toi, d'habitude, c'est pas très payant. Et parlant du même nom que son papa en 7e position, évidemment, pour ce qu'il représente, et parce que je pense qu'on parle de lutte dans le mainstream au Québec, le nom de Jacques Rougeau va venir très rapidement. Surtout pour le meme, moi, qui m'a marqué. Je pense les grandes gueules, parce qu'on est des humoristes, nous, à la base, Pat. Fait que les grandes gueules ont beaucoup utilisé Jacques Rougeau comme un personnage important au début des années 2000, et ça l'a monté, si on veut. Il était connu à un certain niveau, mais je pense qu'il a été connu de la masse par cette manière-là, avec ce personnage-là. Puis encore aujourd'hui, je trouve que Jacques est facilement un mime ambulant un peu. Écoute, c'est pas parfait ce qu'il fait, mais c'est ça qui fait que c'est parfait. Après, bon, pour le reste, il n'y a rien. Moi, je pense que sa meilleure gimmick de lutte a été avec les Fabulous Rougeau. J'ai pas tant apprécié les Monty, j'ai pas tant apprécié non plus les spectacles. J'en ai vu quelques-uns, des spectacles un peu plus familiales quand j'étais jeune. C'est pas mon style, c'est pas ce que je préfère. Comme non plus, je préfère pas le hardcore intense, mais il y a quand même un milieu entre les deux. Mais il y a quand même le meilleur podcast au Québec. Je sais pas, mais bon. Il y a un podcast marquant, ça c'est certain. Ça existe plus, il le fait plus son podcast. Il le fait plus en tout cas. Je sais pas. Il voit encore des fois des extraits à chaque fois. Je sais pas si c'est des nouveaux extraits, mais je suis tant que c'est drôle. C'est un podcast de pandémie. Ah bon, parfait. Mais c'est ça. Genre que pas nécessairement pour lui-même, mais bien pour ce qu'il représente dans la lutte au Québec. On va le mettre à cette position-là. Mais Jacques le lutteur, j'ai aucun problème à parler de lui en bien. Là. Pour moi, Jacques le lutteur est un des top 10 meilleurs lutteurs de tous les temps au Québec, puis un des lutteurs les plus populaires de l'histoire du Québec. Là. Ça, pour moi, j'ai aucun problème à dire ça parce que c'est vrai. Il était très précis dans le ring, très sécuritaire aussi, je trouvais, là, en tout cas, je sentais pas qu'il mettait le monde en danger avec qui luttait, puis... Non, ça, il faisait ça quand il luttait pas. Ouais, c'est ça. Je vais te laisser continuer. Là. Prochaine, en 6e position, quelqu'un que j'ai pas vu, de mes yeux vus, dans ma vie, mais qu'elle a été introduite au Hall of Fame de 2019, et ça m'a permis d'aller regarder des archives de tout ça, et je ne comprends pas à quel point cette madame-là, ça avait été, dans notre époque, elle aurait tout pété, mais madame Luna Vachon, quel look, quel personnage, quel style, écoute, une des meilleures lutteuses féminines, je pense, de l'histoire de la lutte. Je la trouvais forte, je la trouvais un gros personnage. Et elle était encore dans une époque où on permettait aux filles de quand même donner de la bonne lutte, mais pas comme on le fait aujourd'hui. Et c'est une des personnes que j'aimerais, changer d'époque, là, si on pouvait le faire, là, et de la mettre dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'elle serait capable de faire, parce que elle venait d'une grande famille de lutteurs. Et était un peu elle incorporait très bien toute l'expérience, tout le travail. Et, bref, je l'adore vraiment, moi, Luna Vachon, c'est une de mes lutteuses préférées et la première pour moi, féminine au Québec. Ouais, c'est juste de valeur qu'elle soit pas québécoise. Elle n'est pas québécoise? Non, parce qu'elle a grandi aux États-Unis. En fait, Luna Vachon, c'est la fille adoptive de Paul. Okay. Donc, Luna Vachon, elle est de son vrai nom, Gertrude. Elle a un nom très québécois. Exact, pourtant, elle n'est pas québécoise. Gertrude? Gertrude. Son surnom, c'était Trudy, parce qu'elle détestait le nom Gertrude, mais Trudy, ça passait. Dans le fond, elle est née à Atlanta. Les premières années de sa vie, elle l'a passé là-bas. C'est là que Paul a rencontré sa mère, à Luna, Van. Et puis, c'est le seul père qu'elle a connu, parce que le père n'a jamais été dans la vie de Luna.
mais elle avait 5 ou 6 ans quand Paul est rentré dans sa vie. Oui, elle a habité au Québec pendant quelques années, quand Paul est revenu ici avec Luc Grandpré, par exemple. Donc, dans les années 70, entre autres, là, c'est là qu'elle a habité un peu au Québec ici, mais Paul a fini par se séparer de Van. Et puis, eux autres sont retournés habiter aux États-Unis. Fait que la majeure partie de sa vie, Luna l'a passé dans son pays natal, qui est les États-Unis. Là, le Québec a été une petite partie de sa vie seulement. Par contre, Paul a toujours été là. Paul, moi, j'ai interviewé Luna peut-être un an et demi avant qu'elle décède. Et puis, elle avait mis très au clair le fait que le seul père qu'elle a jamais eu, c'est Paul. Puis qu'elle se considérait une vachon à part entière. Puis toute la famille la considère comme une vachon. Mais techniquement parlant, c'est pas du tout une Québécoise. Merci de me fact-checker comme ça. Pas trop. Elle n'a jamais eu même, je pense, la nationalité canadienne. Là. Parfait. Voilà. Fait que, d'abord en 6e position, parce que là, il y a quelqu'un que je rajoute tantôt. Fait que là, ça tombe bien. On va pouvoir la rajouter. L'autre personne qui finalement a grandi jusqu'à 12 ans au Québec. Fait qu'en 6e, finalement, au lieu de Luna, on va voir si lui, il est là. Mad Dog Vachon. Oui, ben là, Mad Dog Vachon. Mad Dog Vachon. Mais juste te dire un instant, Max. Viviane Vachon, qui est la sœur de Vachon, elle a été une pionnière dans la lutte au Québec. Puis souvent, quand on regarde c'est qui les meilleures lutteuses au Québec, Viviane Vachon, pendant longtemps, était celle qu'on disait qu'elle était la meilleure lutteuse de l'histoire du Québec. Je pense que maintenant, on peut mettre Lufisto dans ce rôle-là à cause de la longévité de la carrière, surtout versus celle de Viviane. Mais Viviane, elle... Puis c'est drôle parce que techniquement, elle est née aux États-Unis, mais elle a grandi au Québec. C'est parce que dans le fond, elle est où elle a grandi en Estrie. Il n'y avait pas un hôpital à ce moment-là, puis elle est née juste de l'autre côté de la frontière. Elle est née dans un hôpital américain. Pourquoi j'ai jamais entendu son nom, Viviane? Elle est décédée dans un accident d'auto avec sa jeune fille en 1991. Fait que ça fait déjà longtemps. Mais puis elle a lutté, je te dirais, dans les années 70, fin 60 jusqu'à milieu 70. Elle a pris une pause et puis elle est revenue ensuite dans les années 80. Elle a fait entre autres la tournée de retraite à Maurice en 86. Et puis, mais dans les années 70, elle était vue comme une des meilleures lutteuses. Une de celles en plus qui ne faisait pas partie du staple de Fabulous Moolah. Donc, elle a eu même un film, Queen of the Ring, c'était sur elle, c'était sur Viviane Vachon, une des bonnes heels de son époque d'ailleurs, mais ça commence déjà à faire longtemps, puis elle est décédée en 91, donc, tu sais, loin des yeux, loin du cœur. Effectivement, puis moi aussi, tu sais, j'ai souvent vu son nom dans les différents trucs que je lisais, mais d'aucune manière elle m'a autant marqué, moi, que les autres personnes sur le truc, mais effectivement, c'est bien de remettre les points sur les i, les barres sur les t sur Viviane. Même Mad Dog, cependant, moi, ce qui m'a toujours fasciné de lui, c'est la voix qu'il avait, les entrevues, les promos qu'il faisait. Pas très grand, hein, Mad Dog, 5 pieds 9 seulement, a été introduit au Hall of Fame. À 5 pieds 9... généreux. Paul Vachon t'aurait dit que t'étais généreux, ouais. Bon. Fait que, mais tu sais, vraiment, le Mad Dog, c'est ça, très bulldog dans sa manière de lutter, puis qui faisait peur. Moi, je trouvais qu'il lookait également. Mon père me disait souvent que lui, c'était un de ses lutteurs qu'il aimait beaucoup parce que un gros heel, tu sais, un heel que t'avais peur pour vrai, puis quand il était introduit en 2010, bon, évidemment, tu regardes un peu les archives, c'est un Québécois, tout ça, j'ai juste regardé ce qu'il avait fait, puis j'ai vraiment été impressionné par tout ce qu'il faisait. Dans le ring, à sa stature aussi, il était il était très agile aussi, là, pour comment il était. Fait que un lutteur technique quand même, très fort, puis qui était capable d'aller chercher du hit fort auprès de la foule, là. Qu'on a plus vu d'images en fin de carrière, mais en début de carrière, il était quand même imposant, moi je trouvais, il lookait, là. Mais en fait, Maurice n'a jamais lutté pour sa grandeur. Maurice luttait plus grand. C'est jamais qu'on disait que Maurice était petit parce qu'il avait pas l'air d'un gars qui était petit. Comme tu dis, il avait l'air plus imposant. Sa grandeur, c'était toujours l'expression. C'est pas la grandeur du chien dans la bataille, c'est la grandeur de la bataille dans le chien. C'était souvent une de ses expressions. Mais tu sais, Maurice, la lutte technique, oui, il en avait. Il y avait une base, tu sais, Maurice a fini 7e ou 8e aux Olympiques de 48 en lutte libre. Il a gagné la médaille d'or en 1950 aux Jeux du Commonwealth à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc, il y avait un background
trait de lutte amateur. Par contre, c'est pas la lutte amateur qui était pour lui faire gagner son argent. C'est pour ça qu'il a développé un personnage et qui est devenu très brawler dans sa façon de lutter par la suite. Champion de la AWA à 5 ou 6 reprises. Puis deux anecdotes rapides sur Maurice. Dans le fond, en 1973, Lutte Grand Prix veut compétitionner avec la promotion des Rougeaux qui était les As de la lutte. Les As de la lutte avaient fait un show au stade du Parc Jarry puis ils avaient attiré 26 000 personnes. Et là, eux autres voulaient faire plus. Et ça devait être Mad Dog Vachon contre Joe Leduc. Les Vachons contre les Leduc, c'est l'une des plus grosses rivalités de l'histoire de la lutte au Québec. Et puis, Joe Leduc et Paul avaient retourné chez les Rougeaux. Donc, cette finale-là qu'ils voulaient faire, Maurice contre Joe, ben, ne pouvait plus se faire. Et là, ils ne savaient pas contre qui envoyer Maurice. Puis Paul, à un moment donné, c'était le promoteur, puis il était très impliqué dans le booking aussi. Puis il avait dit à Maurice, c'est qui le plus grand heel de l'histoire de la lutte au Québec? Et Maurice avait dit, ben, c'est Keller Kowalski. Il dit, ben, c'est contre lui que tu vas lutter. Ben, il dit, voyons. Il dit, c'est deux. Je suis heel, moi aussi, on peut pas faire heel contre heel. Il dit, non, tu comprends pas. Il dit, lui, il s'appelle Kowalski. Toi, tu t'appelles Vachon. Tu vas être leur heel à eux. Ils vont prendre pour toi parce que t'es québécois puis t'es francophone. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Et la vente de billets au début allait moyen. Puis à un moment donné, Maurice, il a amené ça en deuxième vitesse, même troisième vitesse avec une promo qui pourrait plus se faire aujourd'hui. Mais il y avait une entrevue. Puis il s'était mis une corde autour du cou. Puis il avait dit, si je bats pas Kowalski au Parc Jarry, je vais me tuer. Ils ont vendu 29 000 billets. Il y avait 29 000, ils n'ont peut-être pas vendu 29 000 billets, mais il y avait 29 000 personnes au show. Et la une de certains journaux le lendemain, c'était Maurice Vachon bat Keller Kowalski et renonce au suicide. On pourrait plus faire ça aujourd'hui. C'est évident. Mais... Et l'autre anecdote que j'ai de Maurice, c'est qu'il a connu une carrière à l'extérieur du ring dans les années 80. C'était devenu une vedette, Maurice, du petit écran. Là. On le voyait animé à la radio, on le voyait dans les... Je veux dire, c'était un critique culinaire avec Michel Jasmin à la télé. Et entre autres, il avait fait une des premiers épisodes de Samedi de rire avec Yvon Deschamps, puis dont du Maurice de l'époque. Et il y a, puis c'est disponible sur YouTube, il faut juste le chercher, là. Mais il y a un segment où Mad Dog Vachon chante Une colombe de Céline Dion. Et Céline Dion imite Mad Dog Vachon avec la voix et tout. Céline a, je sais pas, 18-19 ans à l'époque. C'est une pièce d'anthologie. Wow. Mais puis moi, c'est surtout dans le Hall of Fame que j'ai découvert, mais l'humilité que ce monsieur-là dégageait également m'a fait beaucoup l'apprécier. Dans le sens où je le trouvais très, très genre... il a fait ses affaires, mais... En tout cas, je sais pas si j'ai juste un mauvais regard, mais je le trouvais très humble dans sa manière de se comporter puis d'être. Puis, très généreux. Très généreux. Maurice, moi, je l'ai côtoyé, là, j'ai eu cette chance-là. D'ailleurs, j'ai déjà battu Maurice Vachon au crib. Mais j'ai déjà battu Maurice Vachon. Moi et la femme à Paul Vachon moi et la femme de Maurice contre les frères Vachon. J'ai battu les frères Vachon. Yeah. Mais Maurice votait pour mon temple à renommée dans les premières années. Puis à un moment donné, la dernière année qu'il a voté, il m'avait envoyé le bulletin de vote par la poste parce qu'il habitait à Omaha, au Nebraska. Puis il l'avait envoyé en retard. Puis sur l'enveloppe, il a marqué « En retard pour cette année, mais en avance pour l'an prochain. Continue ton bon travail, Pat. Je suis fier de toi. » Wow. Pouvez-vous dire que je l'ai gardé, cette enveloppe-là? Ben oui. Mais en tout cas, c'est ça qui me laissait transparaître de lui. Puis content de voir que la réalité rejoint la fiction. Ben oui, c'est niaiseux, moi, Mad Dog, j'ai longtemps pensé qu'il était acadien. Je suis acadien, fait que je sais pas pourquoi puis de où ça sort. C'était juste de mon idée de quand j'étais plus jeune, mais dans sa façon de parler, dans son articulation, de la façon qui ben, finalement, vraiment pas, mais je sais pas pourquoi. J'ai longtemps pensé qu'il était acadien, mais je m'attachais à lui, mais non. Pat Patterson et Roddy Piper ont déjà dit que sans Mad Dog Vachon, il n'y aurait pas eu de carrière. Wow! Ouais. Parce qu'il était reconnu pour aider les jeunes talents à percer et tout ça. Donc, c'est quand même pas rien quand t'as Piper puis Patterson qui disent ça. Là. Vraiment. En quatrième, on a dit ça, non, cinquième position. En cinquième, si on a enlevé quelqu'un, cinquième position, j'ai PCO. PCO qui, moi je l'ai connu au départ, un petit peu avec les Québécois, avec les deux, mais surtout comme commentateur par la suite. Et surtout... Pourquoi il est aussi haut sur mon classement, c'est à cause de son retour en force dans les dernières années.
Écoute, quelqu'un qui a une passion tellement dévorante. Moi, c'est ce que j'aime dans la vie. Quand les gens ont des passions, je veux qu'ils me parlent de leur passion, je veux qu'eux réalisent leurs rêves parce que je trouve que ça rend le monde plus beau quand tout le monde réalise qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis PCO, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'il vit, qu'il respire lutte. Le fait qu'il revienne après autant d'années. Tu le voyais déjà aussi, même à la télé, quand il était commentateur, à quel point il aimait ça, faire ce qu'il faisait. Puis je suis content que bon le booking, ou en tout cas, que les étoiles se sont alignés pour qu'il puisse revenir faire de la lutte de cette manière-là. Puis il y a une vraiment très belle run. Une des meilleures runs, je dirais, de quelqu'un qui revient après aussi longtemps d'arrêt, puis qui a un aussi haut niveau, là, exact. Là, c'est très impressionnant. Fait que je le mets en quatrième position. Qu'est-ce qu'il nous a à dire sur le beau PCO? Ah, PCO, écoute, j'ai tellement d'affaires à dire sur PCO, on n'a pas assez de temps, mais oui, tout ce que tu as dit est vrai. Carl, tu sais, Carl, ça a toujours été un grand rêveur. Ouais. Puis ça, j'y ai souvent dit, là. Et bon, il y a certains de ses rêves, je pense, qu'il ne réalisera jamais et qu'il n'avait pas réalisé à l'époque. Le stade olympique, bon, il se voyait champion à la WWF, toute l'altercation avec HBK puis Kevin Nash puis tout ça. Ouais. Mais, par contre, j'aurais pas plus gagé qu'il serait devenu champion de Ring of Honor, puis il m'a fait mentir là-dessus. Puis c'est probablement un des plus beaux retours de l'histoire de la lutte, pas juste au Québec, mais de l'histoire de la lutte. C'est fou il est très demandant pour son corps, mais il est encore capable de le faire. Et pour vrai, c'est une super belle histoire. Puis tu sais, PCO, là, il avait une belle job à la télé. Il était commentateur avec Blondin. Tu sais, c'était bien payé. Puis il a tout lâché ça pour aller en Angleterre, question de lutter à temps plein, question de vouloir revenir dans la lutte. Fait que tu sais, c'est pas rien là, ce qu'il a fait. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Sylvain Grenier a pris son poste. C'est comme ça que Sylvain est arrivé à RDS. Fait que tu sais, c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur d'investir sur lui à certains moments de sa vie. Puis, regarde, c'est payant là, en ce moment. Mais de suivre sa boussole en dedans, son cœur, il connaît de lui-même, il va vous dire qu'il connaît ses plus belles années dans le monde de la lutte. Puis, juste ce qu'il fait avec TNA en ce moment pour Slammiversary, le 20 juillet à l'Auditorium de Verdun, c'est extraordinaire. Le travail qu'il fait de presse, de faire des entrevues, d'aller partout, d'en jaser, d'en parler, puis de bien le faire aussi. Il est articulé, il est bon, il est punché. C'est incroyable. Cet homme-là m'a fait pleurer. Je le suivais quand il a fait son double marathon. Il est parti de la Rive-Sud, puis il s'est rendu jusqu'au stade. Il y a peut-être... c'était avant la pandémie, si je me trompe pas. Et il se filmait, puis quand il est arrivé dans le stationnement du stade, après avoir fait l'équivalent de 2 fucking marathons, il s'est mis à pleurer, puis je regardais ça, puis je me suis mis à pleurer moi aussi. On dirait, je le connais pas personnellement, mais il y a tellement quelque chose d'attachant puis de le fun à voir. Il est incroyable, cet homme-là, vraiment. Moi, j'étais juste content qu'il se soit pas fait frapper ça à 35, ça à 30, là. Je veux dire, il courait en plein milieu de la nuit, en pleine autoroute. Je dis, Carl, tabarnouche, mais tu sais, c'est ça, c'est le genre d'idée que Carl a. Puis quand il y a cette idée-là, ben il y a personne qui va l'arrêter, il va de l'avant. Puis, oui, c'est un des meilleurs lutteurs de l'histoire de la lutte au Québec. Il n'y a pas de doute. Pas de doute là-dessus. Il a aidé un jeune Kevin Steen également. Autant quand Kevin était chez Rougeau que quand il a commencé à sortir. D'ailleurs, la prise de finition de Kevin sur les Indies, c'était le package Paul Driver. Puis il l'avait pris de Carl, cette prise-là. Donc. Avec 2 pieds de bras, PCO. On dirait qu'il y a une partie de moi qui était tout le temps comme... À quel point il était bon quand il était comme commentateur à RDS. Si je pourrais mettre ce talent-là dans le cadre un peu plus jeune, quand il avait sa chance à la WWE, on dirait que... je sais pas si c'est le stress ou la nervosité de commencer, mais j'ai tellement trouvé qu'il a pris une coche au micro quand il est arrivé à RDS que j'ai jamais senti lors de son run à la WWE, mais... Utilisez pas ça comme teaser pour le podcast, mais les fans de la IWS disaient souvent 2 pieds de bras, 3 pouces de graines. 2 pieds de bras. Et voilà, ça c'était le chant vers PCO. Je pense qu'il était heel à l'époque. J'imagine qu'il était sûrement, avec ce chant-là. En 4e position, mais là je vais remettre Chris Benoit à cet endroit-là. Quelqu'un qui techniquement était incroyable. Bon, on sait comment ça l'a terminé. C'est très triste, très plate et tout ça. Mais en termes de in-ring, il nous a livré des matchs extraordinaires. Bon, évidemment, je le mets un peu plus bas à cause de toute la fin, tout ça. Puis je pense qu'il y a des gens au-dessus
qui méritent plus qu'on les mette de l'avant dans le top 3 final. Mais au final, Chris Benoit, c'est beaucoup de bons matchs excellents, techniques. La période des années 2000, début 2000 à SmackDown avec cette espèce de fantasy booking au niveau in-ring technique avec Kurt Angle, avec Eddie Guerrero, avec Ray. C'était tellement incroyable les matchs qui nous sortaient. C'est tous ces gars-là. Puis qui tenaient sur leurs épaules ce nouveau brand-là au complet. Puis que, bref, beaucoup... il fallait tout que ces stéroïdes-là servent à quelque chose. Fallait bien qu'ils servent de quoi sur les épaules, fait que, mais c'est ça. Beaucoup de bons in-ring. Yeah. Malheureusement, bon, le défaut de ces stéroïdes-là ou de tout dans la vie fait que ça s'est terminé de manière extrêmement tragique. Mais c'est la vie, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ça. Mais au niveau in-ring, si on se concentre juste là-dessus, il était très bon.